une énorme dimension psychologique dans les problèmes digestifs. Parce que la majorité de nos stress aujourd'hui sont perçus. C'est-à-dire que ce pas des menaces nécessairement réelles sur notre survie immédiate, mais ça peut être bah, je vais perdre mon travail, ça peut être je vais me faire rejeter par un proche. Si le corps perçoit que sa survie est en jeu, il va ralentir, voire stopper la digestion. Que le corps d'une femme se sente en sécurité et resplendisse, comme j'aime le dire, même si c'est un peu poétique, il faut de l'abondance. Abondance nutritionnelle, abondance d'affection. L'erreur courante, c'est de chercher à perdre du poids avant de réparer sa digestion. Salut Robin! Salut Céline, je suis content d'être là à nouveau avec toi. Ouais, c'est trop bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, en fait, on a fait un sujet sur les problèmes de dos, douleurs de dos, etc. Et tu t'es présenté à ce moment-là, donc on va pas refaire une présentation. Mhm. Et ensuite, on avait demandé un petit peu aux personnes quel sujet ils aimeraient aborder. Et le sujet qui est revenu, c'est le sujet de la digestion. Donc aujourd'hui, on va Mm. aborder ça en détail. C'est vrai que c'est un sujet qui revient vraiment énormément, beaucoup. Ça serait bien déjà qu'on fasse peut-être une intro où brièvement, en fait, tu vas nous expliquer c'est quoi une santé digestive et qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser, à te spécialiser un petit peu dans la santé digestive. Ouais, super. Oui, donc en termes de présentation, on va se contenter de Robin pour l'instant et éventuellement thérapeute. Mais effectivement, si vous voulez avoir un peu plus de détails et si vous êtes intéressé par tout ce qui est les problématiques type mal de dos, comme l'a dit Céline, je vous invite à regarder l'autre épisode qui m'a beaucoup plu hein, d'échanger avec toi sur ce sujet. Et c'est comme ça, c'est un petit peu le thème qui nous a mené à échanger, à se connaître. Donc c'était apte pour un premier épisode. Et donc pour en venir à ta question, alors je vais commencer par comment j'ai commencé par m'y intéresser à la santé digestive. Et c'est tout simplement parce que relativement jeune, j'avais 20 ans, même pas, je commençais à avoir des ballonnements. Et même si je faisais attention à ce que je mangeais, entre guillemets, hein, on l'entend toujours, hein, je fais attention à ce que je mange, ce qui est un terme qui veut dire un peu tout et rien, où je mange sain. Mais j'avais l'intention de faire attention. Et en tout cas, je faisais plus attention que certaines personnes autour de moi qui avaient l'air d'aller bien. Et malgré ça, j'avais des ballonnements, je me sentais lourd et juste, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, je me suis dit, il doit y avoir des réponses. Est-ce que c'est dans l'assiette? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, à regarder? Et en fait, comme je- j'ai assez rapidement compris que il fallait que, comment dire, il fallait que je trouve, que je puisse dans différentes sources d'informations, tout simplement parce que il y a énormément, comme tu le sais, de philosophie autour de l'alimentation. C'est un sujet potentiellement aussi chargé que la politique de nos jours. Et, euh, et je me suis dit, la seule façon de m'en sortir, c'est de pas écouter juste une personne, mais plusieurs. Et d'essayer, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant, de un petit peu identifier quels sont les principes communs entre toutes ces méthodes pour comprendre quel est l'intérêt. Donc ça, c'est un petit peu ce qui m'a mené à m'intéresser à la santé digestive. Plus tard, c'est quand j'ai commencé à faire ma formation qui m'a mené notamment à être capable d'accompagner des personnes qui ont mal au dos, etc. J'ai compris qu'il y avait un lien direct entre la santé digestive et la fonction des muscles stabilisateurs, notamment au niveau de l'abdomen, comme on en a parlé dans le premier épisode, et le mal de dos. Donc j'ai fait, tiens, il y a quelque chose, il y a un lien. Et, euh, et donc, ça m'a mené à chercher des réponses. Et donc aujourd'hui, la façon dont j'aborde le sujet, j'essaye de simplifier parce que c'est pareil, comme tu sais, on est dans l'âge de l'information, on peut voir tout et son contraire sur les réseaux sociaux et ça crée vraiment de la confusion. Et ce que j'essaye de faire, autant pour moi que pour les autres à qui je transmets de l'information, c'est j'essaye d'apporter un petit peu de clarté parce que sinon on voit pas la lumière au bout du tunnel. Et donc la première chose que j'essaye de dire, en tout cas c'est mon point de départ vis-à-vis de l'alimentation et de la santé digestive, c'est que l'alimentation, c'est fait pour nourrir le corps. Voilà. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. C'est-à-dire que si on n'apporte pas au corps ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale, on va avoir des problèmes. On peut appeler ça des carences, carences qui mènent à tout un tas de symptômes potentiels. Bon, là, on est d'accord. Maintenant, si on regarde juste sous un autre angle, je crois que j'en ai déjà parlé dans le premier épisode et je le répète très souvent parce que c'est un principe fondamental, c'est que le corps humain, sa priorité numéro un, c'est de survivre. Ça, c'est pareil, c'est un principe fondamental, on est tous d'accord là-dessus. Et on sait intuitivement que bah, manger, c'est important pour survivre. Si on mange pas, au bout d'un moment, on va mourir de faim, tout simplement.
Donc, on se doute bien, quand on part de ce principe-là, que si s'alimenter, c'est important pour la survie, eh bien, si pour une raison ou pour une autre, j'ai du mal à digérer, c'est que le corps estime qu'il n'a pas le choix. Parce que si c'était si important que ça de manger et de digérer ce que je mange pour nourrir le corps, si j'arrive pas à le faire, c'est que pour une raison ou pour une autre, le corps a dit, ah, on n'a pas les ressources, on peut pas, il n'a pas le choix. Là où je veux en venir en disant ça, c'est que le corps, il a aucune envie d'avoir des problèmes digestifs, genre aucune. Ça l'arrange vraiment pas. Et quand on commence à comprendre ça, on se dit, ah, peut-être que il faut que je comprenne ce qui se passe, qu'est-ce qui est potentiellement plus important que la digestion euh, pour que ma capacité digestive soit compromise. Bon. Euh, il existe ce qu'on appelle les réflexes d'alarme chez les reptiles. Et on a tous ça en nous parce que on a aussi une partie de notre cerveau qui est issue des reptiles. Ensuite, on a les mammifères par-dessus et l'humain par-dessus. Mais on l'a encore en nous. Qu'est-ce qui est plus important pour les reptiles que le fait de s'alimenter? C'est la survie immédiate. Donc on pourrait appeler ça le stress. Donc si le corps perçoit que sa survie est en jeu, il va ralentir, voire stopper la digestion. Même si En stopper la fait, digestion, tu veux dire que par exemple, s'il y a un stress, peu importe l'origine du stress, ça risque en fait de bloquer tout le système digestif. voilà. Donc, exactement. Donc, si on regarde à l'époque de nos ancêtres, parce que c'est à l'époque de nos ancêtres, il y a longtemps, hein, je parle des chasseurs-cueilleurs, c'est à cette époque-là que notre système nerveux a évolué. Je ne parle pas de comment on vit aujourd'hui. La plupart de nos problèmes de santé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une déconnexion entre l'environnement ancestral dans lequel on a évolué et notre mode de vie moderne. Mais si on regarde le mode de vie de nos ancêtres, les seuls moments où ils étaient dans un stress Mm. qui compromettaient leur survie, c'était il faut absolument que je chasse, que j'abatte cet animal parce que sinon on va pas pouvoir manger. Il y a peut-être un prédateur qui menace la tribu, ou alors il y a une tribu rivale qui menace notre tribu. La différence, c'est que ces épisodes stressants, à l'époque, ça durait pas longtemps. Ouais, ils étaient courts. Donc couper la digestion pendant un petit temps, c'est pas un problème, parce que c'était justement pour assurer notre survie. Donc pourquoi je pars à nouveau de ces principes-là, c'est parce que tout ce qui nous pose problème, quasiment tout le temps, que ce soit psychologique ou physique, c'est le corps qui cherche à assurer notre survie. Et en fait, ça nous permet d'identifier plus rapidement la cause de nos problèmes. Et donc, effectivement, si on parle aujourd'hui en termes de système nerveux avec la branche sympathique du système nerveux et la branche parasympathique, donc la branche sympathique, c'est plus le stress, l'action, le combat, la fuite. Parasympathique, c'est le repos, la digestion. Bon, le système nerveux, il peut pas faire les deux en même temps. Le corps, il peut pas à la fois combattre et à la fois digérer. C'est impossible. La façon dont je le décris, l'analogie que je donne, c'est qu'on ne peut pas inspirer et expirer en même temps. Mm. Bon, en pratique, c'est pas aussi binaire que ça, c'est plus des nuances de gris, mais ça donne un petit peu l'idée. C'est je peux pas, le corps, il peut pas faire parfaitement la digestion ou parfaitement le combat. Et donc, ça introduit toute une dimension qui est pourquoi est-ce que le cerveau, le corps, pense que sa survie est mise en jeu. Et donc là, on a toute une dimension psychologique. Je ne dis pas que tous les problèmes digestifs ont une dimension psychologique, mais il y a une énorme dimension psychologique dans les problèmes digestifs. Parce que la majorité de nos stress aujourd'hui sont perçus. C'est-à-dire que ce pas des menaces nécessairement réelles sur notre survie immédiate, mais ça peut être bah, je vais perdre mon travail, ça peut être je vais me faire rejeter par un proche, ça peut être tout un tas de choses. Et ça, on peut le ressentir à long terme dans une digestion qui est ralentie, mais aussi à court terme, c'est si quelqu'un nous dit un message qui nous blesse, c'est comme si on se prenait un coup au ventre, des fois, ça on le sent. Et bien évidemment, il y a aussi la notion que, et c'est là que ça peut engendrer des cas un petit peu complexes et avec des cercles vicieux, notamment dans les problèmes digestifs chroniques, et là il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces situations-là, c'est que pour bien digérer, je vais repartir de là, pour bien digérer, il faut qu'il y ait suffisamment de sécrétion digestive. Donc si on reprend l'anatomie du système digestif, ça commence dans la bouche, on mâche, ça arrive dans l'estomac, puis ensuite ça sort de l'estomac. Idéalement, il y a suffisamment de bile en provenance du foie et d'enzymes pancréatiques en provenance du pancréas qui se mélangent à ce qui sort de l'estomac pour ensuite que ça aille dans les intestins. Et c'est dans les intestins que les aliments sont assimilés. Il y a une différence entre digestion et assimilation. Ensuite, ça passe dans les intestins, puis le côlon, et c'est éliminé. Bon. S'il n'y a pas suffisamment de sécrétion digestive, donc on a l'acide gastrique de l'estomac, on a les enzymes pancréatiques du pancréas et la bile du foie, si on manque de ces choses-là, il va nécessairement y avoir des
particules d'aliments qui sont non digérées. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de capacité digestive. La digestion, c'est la capacité de décomposer un aliment en quelque chose d'assimilable. Et donc, s'il y a des choses non digérées qui arrivent dans les intestins, là, ça cause des symptômes. Parce que les intestins ne sont pas conçus pour ça. Donc, non seulement on va euh, créer des problèmes parce que ces particules non digérées vont causer de l'inflammation, des dysbioses, des choses comme ça, des choses dont on entend parler. Et d'autre part, bah, ce que j'ai pas digéré, je peux pas l'assimiler, donc ça crée des carences. Donc en fait, ça fait double pas bon, c'est double négatif. Et en plus de ça, et c'est là où je voulais en venir juste avant, c'est que la production de ces sécrétions digestives, donc à nouveau acide gastrique, enzyme pancréatique, bile, nécessite des nutriments. Donc si je manque de nutriments et que je manque de sécrétions, du coup je vais moins digérer, du coup je vais potentiellement perpétuer, voire aggraver les carences. Et donc encore plus réduire les sécrétions digestives. Donc ça peut causer un cercle vicieux assez facilement et se retrouver dans une situation, et tu l'as peut-être déjà vu avec tes propres clients ou même toi-même, Céline, c'est que si je mange trop, ça va pas. Si je mange pas assez, ça va pas. Et la Et quoi que je mange, sous-alimentation, ça va pas. la Voilà. sous-alimentation, c'est un gros problème aussi. Tu sais, moi, je me retrouve avec beaucoup de femmes qui souvent ne mangent vraiment pas assez et qui ont des problèmes digestifs. Ouais. Et c'est vrai que la restriction calorique, on se rend pas compte, mais c'est énorme parce que du coup, tu n'apportes pas assez de nutriments. D'ailleurs, Mhm. en parlant de femmes, juste une petite aparté. Est-ce que toi aussi, tu te rends compte que c'est quand même 80% des femmes qui ont des problèmes digestifs par rapport aux hommes? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont des problèmes digestifs que des hommes. Est-ce que tu penses que ça peut être lié aussi au fait que les femmes sont plus facilement stressées et donc ont plus facilement de problèmes digestifs? Alors, c'est une bonne question, et je pense que c'est une des explications. C'est pas que les femmes sont plus facilement stressées, c'est que la biologie de la femme, elle est. Alors, certaines personnes disent fragile, j'ai pas envie de dire fragile, j'ai envie de dire complexe. Hmm. Elle est plus complexe. Du coup, c'est un petit peu la différence. Des fois, j'utilise cette analogie, je sais pas si c'est tout à fait approprié, mais c'est la différence entre une montre, une belle montre suisse avec une belle horlogerie, il y a tout un tas de mécanismes, et une montre électronique, quoi. Ça, c'est plutôt l'homme. C'est plus simple. Les deux donnent l'heure. Je dis l'homme, c'est un Nokia 3310 et la femme, c'est un iPhone, tu vois. Autant Ouais, il a plein de fonctions, mais tu l'as fait tomber. Tu fais tomber l'iPhone, il se brise en mille. Le Nokia, tu c'est le un peu jettes au ça. deuxième étage, il se passe rien. Ouais, je Ouais, pense que ouais, c'est plus la résistance, en fait, chez c'est un peu nous. ça. Ouais. C'est qu'en fait, votre équilibre, il est plus facilement perturbé. Parce que vous avez la capacité potentiellement de porter la vie. Et ça, d'un point de vue biologique, c'est extrêmement complexe et coûteux en énergie. Donc il y a ça, et en fait, l'homme est juste plus robuste, quoi. C'est juste bête et méchant, quoi, un petit peu, en termes biologiques. On peut encaisser plus, notamment des choses comme le jeûne, des choses comme le sport en général, les hommes encaissent plus, etc., etc. Parce qu'en fait, nous, on est plus conçus pour protéger la femme qui, elle, protège, enfin, crée la vie, en fait. Et C'est juste un protège point de vue biologique. l'enfant. Oui, parce que Euh, il y a un côté aussi, tu vois, moi je vois la manière dont moi je vais réagir par rapport à mon homme, par exemple, où je vais me faire du souci pour des trucs que lui, même pas, il y aura pensé, tu vois. hmm, Nous, la femme, on est câblé pour protéger nos enfants. hmm, Enfin, nous, on se fait des films, mais c'est un truc ouais, de fou. Mais des fois, t'as beau te le dire, c'est bon, lâche, mais tu n'y arrives pas, en fait. C'est comme ouais, si t'étais câblé comme ça pour prévoir presque le pire, tous les scénarios possibles, alors que l'homme, lui, tu vois, hmm, tu sens que c'est beaucoup plus cool, zen, c'est des trucs auxquels il aura jamais pensé. En gros, hmm, lui, ok, ça arrive, on y va, on va au front, tu vois. Nous, on hmm. s'est fait 50 fois le film avant qu'il se passe un truc, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En fait, on est câblé différemment. Souvent, l'homme aussi, c'est beaucoup plus à long terme. Parce que les femmes, c'est plus des trucs immédiats, sur le moment. Est-ce que les enfants sont en sécurité, par exemple? Ouais, Là, tout de suite. Tandis que l'homme, ça va être, est-ce que le foyer est en sécurité dans les 5 prochaines années? c'est ça. Tu vois? Et donc, lui, il va plus avoir la vision long terme. Et là, on pourrait ouvrir une grosse boîte de Pandore sur la différence entre masculin et féminin d'un point de vue énergétique. Tu as vu récemment que j'en ai parlé sur Ouais. Instagram. Et ça pourrait être un sujet intéressant sur lequel on pourrait échanger ultérieurement. Mais une autre raison, donc, qui est un petit peu liée à celle que tu viens de citer, mais je vais la mentionner quand même, c'est que les femmes, par exemple, sont beaucoup, beaucoup plus atteintes de l'hypothyroïdie que les hommes. C'est assez rare un homme avec une hypothyroïdie. C'est vrai. Enfin, c'est beaucoup plus rare, ça arrive, hein. Euh, mais les femmes, c'est beaucoup plus courant. Et c'est là qu'il y a une dimension où il faut, à nouveau, ça peut créer des cercles vicieux. Mais quand on a une hypothyroïdie, donc le corps produit moins de T4, ou alors il y a moins de T3 qui est converti de la T4. Je vais éviter les termes trop techniques, mais
on a moins d'hormones thyroïdiennes. Et le problème, c'est que les hormones thyroïdiennes sont nécessaires pour la sécrétion des sécrétions digestives. Donc si je manque d'hormones thyroïdiennes, je ne vais pas produire assez d'acide gastrique, par exemple. Et donc, c'est pas forcément une carence alimentaire, c'est un manque d'hormones thyroïdiennes. Donc, on sait que là aussi, ah, bah, c'est pour ça que potentiellement, euh, le, euh, la digestion va être plus ralentie chez les femmes qui sont à nouveau plus souvent atteintes d'hypothyroïdie. Ok. Ouais, donc là c'est intéressant parce que moi c'est vrai que je travaille essentiellement avec des femmes et honnêtement, quand j'ai des personnes en coaching, allez, ça doit être presque deux personnes sur trois qui ont des problèmes digestifs. Des femmes. Facilement, ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. Et il y a ce côté stress qu'on a évoqué, le côté restriction calorique qui revient assez Mm, régulièrement. Et il y a aussi le côté je suis une femme, donc je dois manger healthy. Donc je dois mm, manger beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux, beaucoup de mm, fibres, pas trop de protéines animales, tu vois. mm. Je me rends compte que ça aussi, la manière de s'alimenter, ça Ouais, crée des problèmes, des fragilités, quoi, hein. ouais. Et ça, il y a beaucoup de croyances qui sont la conséquence d'années, voire de décennies de formatage sur qu'est-ce qu'une femme, notamment une célébrité, consomme au quotidien pour avoir le corps qu'elle a. Et effectivement, c'est souvent que des crudités, enfin très peu de gras, très peu de protéines. Et en fait, c'est beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de croyances sur qu'est-ce que représente une assiette healthy ou une assiette saine. Donc ça, c'est tout un autre problème. Je vais juste rebondir sur deux, trois petites choses que tu as dites, histoire que ça rentre un petit peu dans les principes de base. Euh, Tu parles de réduction calorique. Il y a deux problèmes avec la réduction calorique, si c'est mal fait, bien évidemment. D'une part, effectivement, ça peut, évidemment, si je mange moins, c'est plus facile d'avoir des carences. Ça, c'est assez évident. Mais aussi le fait de moins manger ou de trop peu manger, c'est perçu par notre système nerveux comme une famine. Et Donc un qui dit stress. famine dit bon, stress, dit ma survie est en danger. Euh, et en particulier pour la femme, parce que la femme, à nouveau, d'un point de vue biologique, elle doit être capable de porter la vie. Et concrètement, pour que le corps d'une femme se sente en sécurité et resplendisse, comme j'aime le dire, même si c'est un peu poétique, il faut de l'abondance. Abondance nutritionnelle, abondance d'affection, de sécurité affective aussi, mais abondance nutritionnelle dans le contexte de notre conversation aujourd'hui. Et effectivement, quand on réduit les calories, ça va à l'opposé de ça. Et très souvent, les femmes qui font trop ça finissent soit avec une hypothyroïdie, soit avec des symptômes menstruels, ou les deux, Mhm. très souvent. Et souvent, il y a les règles qui s'arrêtent, donc une aménorrhée ou une dysménorrhée, des syndromes prémenstruels, etc. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et une autre chose que je voulais dire, c'est si vous lisez un petit peu entre les lignes, donc là, je m'adresse un petit peu à l'audience, c'est on peut pas regarder l'appareil digestif en isolation du reste. Donc là, dans l'introduction, j'ai parlé un petit peu de la dimension psychologique. C'est que dès que il y a un stress qui est perçu, surtout si c'est chronique, surtout si c'est évidemment fort, mon cerveau pense que ma survie est compromise et donc il va ralentir les capacités digestives. Et d'autre part, j'ai fait le lien entre l'hypothyroïdie, donc la santé hormonale, et la santé digestive. Parce que les hormones thyroïdiennes affectent les sécrétions gastriques notamment. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas regarder l'appareil digestif seul. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent tourner en rond aussi. C'est une des raisons. Et ça, on a tendance à tous le faire. C'est à se dire, j'ai mal au genou, je vais regarder mon genou. Hein. On a dit la même chose pour le mal de dos la dernière fois. Donc voilà, c'est juste les deux petites choses que je voulais préciser. Ok. On va essayer de parler de digestion et de métabolisme. Pour toi, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes, surtout pour des femmes qui souhaitent perdre du poids, parce que moi, c'est essentiellement en fait ma communauté, et qui ont un système digestif fragile. Ok, très bonne question. L'erreur courante, c'est de chercher à perdre du poids avant de réparer sa digestion. Parce que comme on l'a dit, mais je vais le répéter de manière succincte, c'est ce qui peut causer les ralentissements ou les difficultés digestives, c'est potentiellement des carences, c'est potentiellement la perception de stress par le cerveau. Et si je suis dans un état de difficulté digestive et qu'en plus de ça, je réduis les calories ou je fais beaucoup de sport pour perdre du poids, bah en fait, ça va amplifier les causes potentielles des ralentissements digestifs. Et, euh, et la façon dont je l'explique aux personnes que j'accompagne potentiellement, c'est il n'y a pas de raccourci. Le raccourci le plus efficace, c'est d'arrêter de chercher des raccourcis. Et en l'occurrence, dans ce contexte-là que tu viens de me décrire, ce cas-là, c'est on commence d'abord par restaurer une bonne digestion avant de chercher à perdre du poids.
Et ensuite, en fait, ça sera beaucoup plus simple de perdre du poids. Il n'y aura pas à lutter contre le corps. De la même façon que le corps n'a aucune envie d'avoir de difficultés digestives, le corps en soi, il n'a aucune envie d'avoir des kilos en trop. S'il le fait, c'est parce qu'il pense qu'il doit en avoir. Donc c'est toujours la perspective que j'aborde. Et donc c'est avant, on restaure le sentiment de sécurité dans le corps, ce qui va passer donc par une meilleure digestion. Et ensuite, ça sera beaucoup plus simple de potentiellement réduire les calories ou de faire ce qu'il faut pour perdre du poids. Même si selon moi, et je pense que ça va être une de tes questions prochaines, selon moi, c'est plus intéressant de d'accélérer le métabolisme plutôt que Mm. de chercher à réduire les calories. Euh, et en fait, on va se rendre compte que ça va être très facile de perdre du poids. Parce que le corps, il va se réguler tout seul une fois on relance le métabolisme, on équilibre les hormones, le corps, il va naturellement se débarrasser des kilos en trop. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui est assez problématique pour la plupart des femmes, et surtout que j'ai en coaching. C'est très difficile de les faire repasser par la case il faut remanger plus et Mm. accepter peut-être de prendre un peu plus, Oui. alors qu'à la base, ces personnes-là viennent pour perdre du poids, et là, tu leur Mm. demandes en fait presque de reprendre du poids. Et là, c'est compliqué. C'est Absolument. compliqué. Absolument. Et dans un cas comme ça, il va y avoir, je sais que tu en fais aussi dans tes accompagnements, mais un peu du mindset et beaucoup d'émotionnel. En tout cas, c'est ma perspective. Euh, Sans forcément faire trop de digressions, à moins que tu veuilles qu'on aille dans cette direction. Il va falloir vraiment regarder, premièrement, pourquoi on veut perdre du poids, mais vraiment, genre, quelle est la motivation émotionnelle derrière. Mm. Et souvent, bah, fondamentalement, c'est un besoin d'affection des autres. C'est je veux me sentir mieux dans mon corps, mais pour potentiellement recevoir plus d'amour, être plus, etc. Enfin, là, je vais très vite, mais c'est dans ce thème-là, très souvent. On ne veut pas juste perdre du poids pour le fun. C'est en général, il y a des besoins émotionnels qui sont très profonds. Donc, on peut regarder ça d'une part. Donc, si je fais vraiment en accéléré, en gros, c'est je veux perdre du poids pour avoir un beau corps, pour que la bonne personne me trouve et qu'on passe notre vie ensemble. Voilà. Je fais un petit peu de manière romantique, un peu accélérée. Bon, donc c'est un peu un besoin d'amour, un besoin d'attachement, un besoin de lien. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que si je néglige mes propres besoins, notamment en termes de santé digestive, pour arriver à perdre le poids, en fait, je m'abandonne moi-même dans le but d'être accepté par quelqu'un plus tard. Mhm. Enfin, je sais pas si tu vois l'idée, tu as Oui. compris un peu. Et en fait, c'est un peu paradoxal, c'est un peu ironique. Et d'autre part, ça, c'est comment on appelle ça? C'est les conditions parfaites pour créer une relation de codépendance si on trouve une relation plus tard. Mhm. Parce que ça va presque être, tu sais pas ce que j'ai sacrifié, c'est pas dit explicitement, mais c'est implicite, tu sais pas ce que j'ai sacrifié pour arriver à ce corps-là, pour pouvoir me mettre avec toi, pour que tu me choisisses. Et ça va être dès le départ. Et du coup, il va presque y avoir un contrat invisible, c'est je fais ces efforts-là, mais tu continues de me choisir. Et donc on voit déjà que c'est les bases d'une relation, ça va pas être très stable. Ouais. Et, euh, Et donc l'idée, dans un cas comme le que tu décris, qui est effectivement très courant, ça va être, bon, est-ce qu'on commencerait pas par l'amour de soi? Oui. Et est-ce que tu voudrais pas devenir la personne qui va naturellement attirer la personne qui te correspond dans une vie en couple, sans que tu aies à faire des efforts au point de punir ton corps, de Ouais. faire souffrir ton corps. Donc c'est aussi pour ça que je m'intéresse pas mal à l'émotionnel et à tout ce qui est masculin, féminin parce que, en fait, très souvent, on voit que c'est les choses qui sont sous-jacentes derrière tous nos comportements, derrière nos décisions, qui peuvent nous mener à des symptômes chroniques et à beaucoup de difficultés. Ouais. Alors, en plus, je pense que quelque part, la femme, elle a une conception un petit peu dans son mental du physique qui serait attrayant. Pour elle, en fait, c'est d'être mince, très mince, Oui. alors que souvent, quand tu questionnes les hommes, ils aiment pas forcément les femmes très minces. Mm. Tu vois, Exact. il y a une différence entre ce que la femme veut et aimerait renvoyer pour plaire et ce que finalement l'homme aime comme type de physique, qui est complètement Absolument. différent en fait de ce que la plupart des femmes essayent d'obtenir. Précisément. Et c'est là qu'on voit, alors, je sais pas si toi tu connais les accords Toltec, les 4 accords Toltec en développement personnel, je sais pas si ton audience est familière, mais si tu regardes, c'est des suppositions sur des suppositions.
Déjà, il y a la supposition tout à l'heure qui est ce qui est sain, c'est manger juste des crudités, beaucoup de légumes et pas beaucoup de viande. C'est la première supposition. Deuxième supposition, c'est faire beaucoup de sport et beaucoup réduire les calories, ça va me faire perdre du poids. C'est une deuxième supposition. Troisième supposition, c'est perdre du poids, ça va me donner le corps qui va plaire à tous les hommes, ou du moins à l'homme qui me correspond. Tu vois, il y a beaucoup de suppositions. Hmm. Et on voit que c'est culturel parce qu'il y a des cultures, notamment en Afrique, où au contraire, c'est les femmes en surpoids, qui sont plus rondes, qui sont considérées comme les plus attirantes. Et les plus fertiles. Parce que, effectivement, parce que c'est connecté à la fertilité, C'est ça. exactement. Et donc, ça, ce genre de choses que tu viens de mentionner, quand on réalise qu'il y a beaucoup de croyances et que c'est pas des choses qui sont gravées dans le marbre, qui sont vraies de manière absolue, on peut commencer à fragiliser un petit peu toutes les suppositions qui basent nos comportements et nos choix. Et du coup, ça permet de se remettre en question et faire ah, peut-être que il y a une autre façon de faire, peut-être qu'il y a une façon de faire qui est plus aimante pour moi, et que peut-être qu'en m'aimant plus sur moi-même, je vais attirer une personne qui va m'aimer pour qui je suis réellement, pas Mhm. pour qui je prétends être. Tu vois, il y a beaucoup de choses implicites et beaucoup de choses assez profondes, mais non, tu as tout à fait raison sur les idées reçues. Mhm. Un autre truc aussi que je voulais te demander, avoir ton avis, est-ce que tu penses que les glucides, par exemple, ont un impact sur la digestion? Vu qu'on dit souvent que les glucides, en fait, c'est le carburant numéro un des cellules, Mhm. etc. Et que, est-ce que tu as vu, toi, une différence? Par exemple, quelqu'un qui va manger moins de glucides, donc qui aura beaucoup moins d'énergie disponible pour faire fonctionner son système digestif, aura un système digestif plus sensible et plus ralenti. Mhm. Alors potentiellement, mais ça passe par des mécanismes un peu indirects. Donc pour boucler la boucle, je vais juste décrire. C'est que très souvent, en particulier chez les femmes, quand on réduit les glucides, déjà c'est perçu par le corps comme l'inverse de l'opposé de l'abondance. Donc en gros, la présence de glucides dans l'alimentation, c'est perçu comme la saison de l'abondance. On n'est pas en manque. Donc il y a déjà ça. Quand on réduit les glucides, surtout chez une femme, ça a tendance à mener à un ralentissement thyroïdien. Mhm. Et donc j'ai déjà expliqué avant, ralentissement thyroïdien, moins d'hormones thyroïdiennes, moins de sécrétions digestives, notamment l'acide gastrique, digestion ralentie. Donc déjà juste à ce niveau-là. Bien évidemment, on ne veut pas non plus aller trop loin dans les glucides, hein. C'est comme d'habitude, c'est une question d'équilibre, le juste milieu. Si je vais trop loin dans les glucides, je vais avoir ce qu'on appelle une hyperglycémie. Donc c'est quand voilà, j'ai envie de courir partout, je suis pas stable émotionnellement, je suis un petit peu agité, anxieux, etc. Ce qui peut grandement faire monter l'insuline, mais ensuite on a peut-être potentiellement une hypoglycémie, ce qui fait monter le cortisol. Enfin, c'est pas sain pour l'organisme. Et à terme, trop manger de glucides, évidemment, ça cause aussi d'autres problèmes, notamment la prise de poids, mais aussi euh, un, un dérèglement hormonal qui peut mener au SOPK Ouais. pour les femmes, syndrome des ovaires polykystiques, parce que si ça continue pendant longtemps, cette, euh, cette perturbation au niveau de la glycémie, donc du sucre dans le sang, ça peut mener à ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Donc c'est des termes qu'on entend assez souvent. Je ne vais pas aller dans les détails là, c'est pas le but. Mais cette résistance à l'insuline est très souvent associée à la prise de poids, qui est très difficile à inverser, et aussi à des problèmes menstruels chez les femmes, comme le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK. Donc en ce sens, oui, la consommation de glucides affecte la digestion, absolument. Ouais. Donc en fait, il faut arriver à trouver ce juste milieu entre trop et pas assez, les adapter Mhm. à son activité Voilà. physique Sachant que, et là c'est une dimension qui est importante, et enfin en tout cas que j'estime importante, c'est que il y a beaucoup de choses qui nous permettent de mieux tolérer les glucides. Et je suis pas du tout fan de me baser sur l'index glycémique d'un aliment. plutôt sur la Pour plus, charge. même, même pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, l'index glycémique d'un aliment, bah en fait, on le mesure voilà, seul, mais ça va dépendre de ce avec quoi il est mangé, d'une part. D'autre part, on a tendance à faire le raccourci qu'un index glycémique élevé, donc pour ceux qui connaissent pas forcément l'index glycémique élevé, ça veut dire que cet aliment va rapidement faire monter le sucre dans le sang. À l'inverse, un index glycémique bas, c'est que la glycémie dans le sang va pas monter très vite. Et on a tendance à nouveau faire une supposition que index glycémique élevé, c'est mauvais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend énormément de ce avec quoi on mange l'aliment. Donc si par exemple je mange des dattes qui ont un index glycémique très élevé, hein, euh, si je les mange seules, effectivement, ça va monter très vite. Si je les mange avec du beurre, moi j'adore faire ça, c'est un de mes snacks, ça va être beaucoup plus équilibré. Si je les mange avec du beurre et du sel, notamment du bon sel qui a les minéraux,
minéraux qui sont notamment nécessaires pour le bon métabolisme du glucose, du sucre, c'est encore plus stable. Et donc les autres facteurs auxquels je faisais allusion, c'est que si j'ai fait une séance de sport avant, notamment du renforcement musculaire, bah en fait, mes muscles, ils attendent que ça. Et ouais, Ils c'est ça. attendent que un shot, presque une injection de sucre rapide. Si je m'expose beaucoup au soleil, notamment la peau au soleil, mon corps, il va beaucoup, beaucoup mieux tolérer le glucose. Tandis que si je suis enfermé sous la lumière artificielle toute la journée, ça c'est potentiellement toute une autre discussion. Je vais juste finir avec ce commentaire. On va essayer comme ça pour passer à d'autres questions. Mais ce que je dis souvent, c'est que la lumière bleue, donc qui est émise par nos ampoules, nos écrans, etc., à elle seule, même si je mange rien, fait monter ma glycémie. Parce que la lumière bleue, sans aller trop dans les détails, ça fait augmenter le cortisol dans l'organisme. Et le cortisol mène à une libération des ressources euh, de sucre, des ressources énergétiques sous forme de sucre, de glucose. Et donc, la lumière bleue, à elle seule, peut libérer du glucose dans le sang et peut mener donc à long terme, si c'est tout le temps, surtout la nuit, peut mener à des problèmes glycémiques. Et Donc donc, voilà, aussi. c'est pas juste une question de l'index glycémique d'un aliment. Ouais, donc il y a un impact aussi sur le stress. Absolument, Ouais. absolument. Donc nos téléphones, nos ordinateurs, toute la journée, ça impacte Mm, beaucoup le stress. mm. Potentiellement, en fait, ce qui monte le cortisol, c'est effectivement n'importe quel stress perçu, Hmm. hein, ce qui est un mot-clé important, parce que quand je suis dans les bouchons et que je stresse, bah, je suis pas en danger de mort. Non, C'est juste que je suis en retard, donc je suppose que je vais me prendre une remarque au travail, et que si ça se répète souvent, je vais me faire virer, que du coup, voilà, bon, il y a plein de mécanismes psychologiques. Et donc l'alimentation, évidemment, ça va influer sur le cortisol dans le sang. Si mon corps a du mal à... Si je réduis trop les glucides, par exemple, la seule façon d'avoir de l'énergie, c'est de mobiliser les ressources graisseuses. Et ça nécessite... Enfin non, c'est pas la seule façon. Il y a aussi la néoglucogénèse qui transforme les protéines en sucre. Mais tous ces processus-là coûtent de l'énergie et potentiellement nécessitent du cortisol. Donc il y a ça. Et effectivement, il y a l'aspect lumière artificielle qui va sécréter du cortisol, ce qui est voilà, potentiellement néfaste, surtout si c'est la nuit en permanence. hmm. Qu'est-ce que tu penses, toi, des régimes, tu sais, souvent anti-candidats, anti-ballonnement, etc., où justement on dit que le problème, c'est les glucides. Et du Ok, coup, ces personnes-là suppriment les glucides en ouais, pensant améliorer leur digestion. Alors, en effet, il y a un mieux hein, quand tu supprimes certains glucides. ouais, Et en gros, comment s'en sortir de ça? ouais. Alors, il faut faire un tout petit pas en arrière et se demander pourquoi on en est arrivé là. Donc, si je prends l'exemple de Candida, donc Candida, c'est un champignon qui peut se développer, qui est toujours présent chez nous, hein, même chez un individu sain, mais qui peut mener à ce qu'on appelle une candidose, c'est-à-dire il y a trop de candidats dans notre organisme, dans nos intestins notamment. Et ce qui peut causer tout un tas de problèmes. Ça a tout un tas de symptômes. De la fatigue chronique à la perte de cheveux, à la constipation, à voilà, plein de choses. Et en fait, à nouveau, la supposition derrière, cette recommandation de réduire le sucre pour, entre guillemets, affamer le candidat, hein, c'est un peu la logique, c'est que le sucre nourrit le candidat. Alors, oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que si j'arrête de nourrir le candidat, ben, en fait, il va s'adapter, il va manger autre chose. Il va potentiellement se transformer en une forme, alors j'ai plus le terme technique, il va falloir me pardonner là-dessus, mais il peut se transformer dans une forme plus agressive qui va potentiellement aller dans notre sang où il y a toujours du sucre pour se nourrir. Donc il va quitter les intestins pour aller dans le sang. Et là, du coup, on est passé d'une infection localisée, c'est-à-dire dans les intestins, à une infection systémique, c'est-à-dire dans tout l'organisme. Et donc, plutôt que de chercher à affamer le candidat, ce qui est de toute façon impossible, parce que c'est un organisme qui est très résilient et intelligent, il va se nourrir de tout, en fait, euh, il faut comprendre pourquoi est-ce que le candidat, il est là, de base. C'est développé, ouais. Sachant que, Si comme on tu l'indique, affames le candidat, tu t'affames toi aussi, en fait. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Exact. C'est-à-dire, sachant que, je vais vous donner un indice, si le candidat est là, c'est que d'une part, le système immunitaire, il n'arrive pas à contrôler la population qu'il y a dans les intestins, donc il est potentiellement affaibli. Et ça veut aussi dire que depuis potentiellement longtemps, il y a des particules non digérées qui arrivent dans les intestins, et c'est ça qui nourrit le candidat, hein. Ce qui nourrit le candidat, c'est surtout les glucides non digérés. Quand ils sont digérés, par notamment les enzymes pancréatiques, ils vont beaucoup moins nourrir le candidat. Et en plus de ça, effectivement, quand je
cherche à affamer le candidat en me privant de glucides, bah, je me prive moi aussi, ce qui, comme on l'a dit juste avant, euh, potentiellement ralentit la thyroïde, augmente les hormones de stress, ce qui va encore plus affaiblir le système immunitaire, ce qui va renforcer la fatigue chronique et permettre au candidat de continuer de proliférer. Donc pour moi, c'est pas forcément la bonne raison. Pour ce qui est de réduire les glucides en cas de ballonnement, notamment avec les FODMAP, c'est l'idée qu'il y a beaucoup de glucides qui fermentent dans nos intestins et qui peuvent donc mener à des ballonnements. Et là, il peut y avoir un intérêt à réduire certains aliments qui vraiment sont intolérables, mais c'est pas la cause du problème. La cause du problème, c'est que pendant longtemps, à nouveau, il y a eu des particules non digérées qui sont arrivées dans les intestins, ce qui a permis à certaines bactéries, certains organismes, comme le candida par exemple, de proliférer. Et il se trouve que maintenant, dès que je mange un certain aliment, bah, les organismes qui ont pu se proliférer, bah, ils vont automatiquement le fermenter, le métaboliser, ce qui mène au ballonnement, aux douleurs, etc. Donc ce qu'on veut, c'est à nouveau, c'est comprendre pourquoi c'est là et qu'est-ce qu'il faut faire potentiellement à court terme et temporairement pour apaiser un petit peu les symptômes, par rajouter d'huile sur le feu, tout en travaillant sur la cause du problème. Mais dans certains cas, c'est pas du tout pertinent de réduire les glucides en général, et dans d'autres cas, je dirais que c'est pertinent, mais que certains glucides et temporairement. Hein, par exemple, tout ce qui est les haricots, les lentilles, etc. Pour les personnes qui sont très très sensibles, en général, elles le savent, ça peut être pertinent de les enlever un certain temps. Mais là, c'est pas les glucides en eux-mêmes, c'est voilà, c'est qu'il y a des fibres qui fermentent, etc. Enfin, si c'est techniquement des oligosaccharides, etc., qui fermentent. Mais c'est pas, le problème, c'est pas les glucides en soi. C'est certains types. Ok. Est-ce que tu peux nous parler des signes physiques qu'on peut avoir qui nous indiquent en fait on a des problèmes digestifs? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des problèmes digestifs qui ne le savent pas et qui ne Ouais. savent pas reconnaître. Et aussi, est-ce que c'est forcément douloureux ou pas? Non, c'est le problème. C'est le problème. Et c'est une très bonne question. Et comme je disais tout à l'heure, le principe fondamental, enfin la priorité numéro un du corps, c'est la survie. Et comme j'ai cherché à l'expliquer, l'alimentation, c'est assez central à notre survie. Et donc, quand j'ai des soucis digestifs, le problème, et j'en reviens à ta question, c'est que ça peut se manifester quasiment n'importe où. Parce que à partir du moment où j'ai un problème digestif, je vais potentiellement accumuler des carences, et ça peut affecter n'importe quelle cellule du corps. Donc potentiellement n'importe quel tissu ou organe du corps. Néanmoins, il y en a qui sont plus ou moins courants. Euh, bon, évidemment, tout ce qui est ballonnement, constipation, des choses comme ça va jouer. Tout ce qui est lourdeur d'estomac, reflux gastrique, voilà, ça c'est assez facile à comprendre. Il peut y avoir littéralement des douleurs dans les organes de l'abdomen, ça on peut le sentir, ça arrive. Et ensuite, le brouillard mental, ça Mhm. peut jouer. Euh, la fatigue excessive, ça peut jouer. On peut avoir des problèmes de peau, beaucoup de problèmes de peau quand on a des soucis digestifs. On peut avoir des douleurs articulaires. On peut avoir, ça c'était moi à une époque. Euh, voilà, la liste est longue vraiment. On peut avoir, qu'est-ce que j'ai pas dit? Des problèmes ORL? Ouais, problème, ouais, absolument. Le système immunitaire qui se réveille à cause de l'inflammation. Donc, on a en permanence un peu les symptômes ORL, type mucus, la gorge prise, le nez qui coule, etc. Absolument. Et j'allais dire aussi tout ce qui est dans la sphère psychologique, beaucoup d'anxiété et de dépression, c'est énormément corrélé. Alors, évidemment, il y a souvent une dimension psychologique, émotionnelle, mais c'est énormément corrélé ou potentiellement aggravé par l'inflammation digestive, intestinale. Donc, il y a ça. Euh, La prise de ouais, je pense que poids? évidemment. La prise de poids, ça peut mener à ça. Euh, ensuite, c'est là que ça peut être compliqué, mais un problème digestif, ça peut mener à une hypothyroïdie, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, hypothyroïdie qui peut mener au problème digestif. Ça peut bien évidemment affecter chez les femmes tout ce qui est menstruel, donc Mhm. la sphère gynécologique. Donc, vraiment, ça peut potentiellement tout affecter. Et de toute façon, tu m'as dit à peu près 2 personnes sur 3 ont des problèmes digestifs, du moins le savent. Euh, de toute façon, pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne santé digestive. Ça, c'est clair. Euh, et aussi, ce qui peut aider, c'est est-ce que j'ai de l'appétit? Donc là, on touche aussi un petit peu au métabolisme, mais est-ce que j'ai de l'appétit? Est-ce que j'apprécie manger, etc. Ou est-ce que, au contraire, bah, je me sens lourd en permanence et je mange pas beaucoup, mais je me sens plein à chaque fois. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses comme ça qui nous informent s'il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Hmm. Il y a aussi, tu penses que ça peut engendrer des fringales ou des troubles du comportement alimentaire aussi? Alors,
Potentiellement, euh, potentiellement, même si à nouveau il y a une grosse dimension psychologique derrière. Mais oui, parce que s'il y a des problèmes digestifs, à nouveau le corps il va moins avoir de choses à assimiler. Donc il va considérer qu'on est un petit peu en famine ou qu'il y a des carences. Et quand on a des carences, bah en fait on a peut-être des compulsions alimentaires. On dit bah il faut absolument qu'il me faut du chocolat parce que voilà je manque de choses. Bon il y a aussi la notion que si j'ai des problèmes digestifs, je suis très probablement stressé. Et quand je suis stressé, c'est assez courant de se, entre guillemets, réconforter ou de calmer le système nerveux instinctivement avec la nourriture, notamment les choses sucrées et salées. Mm. Du coup, comment on peut faire pour savoir si c'est un problème digestif si on n'a pas de symptômes digestifs en fait? Mhm. Alors, moi, quand je travaille avec quelqu'un, j'ai un questionnaire que tu as rempli toi-même qui me permet de savoir, mais ça se base aussi sur les symptômes. Euh, je pense que on pourrait le voir vis-à-vis de à nouveau, comment on va l'appétit et comment vraiment on se sent après un repas. Normalement, si on a une bonne capacité digestive et si l'assiette était à apporter ce qu'il fallait au corps, quand on sort d'un repas, on est repu mais on n'est pas plein, on n'est pas lourd. On est repu mais pas lourd. On est content, de bonne humeur et on a de l'énergie pour la suite. On a oublié la somnolence aussi dans Ouais, les ouais, symptômes. absolument. Ouais, la tête dans le chou. Ouais. Donc ça pour moi, c'est si après un repas, enfin, je remplis pas les conditions que je viens de citer, c'est potentiellement qu'il y a des déséquilibres à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, euh, à nouveau, quel que soit mon objectif, il va falloir une bonne santé digestive. Et le chemin pour retrouver une bonne santé digestive et pour la maintenir, c'est assez similaire. Bon, si c'est pour la retrouver, il y a peut-être des étapes intermédiaires, où il y a peut-être des protocoles temporaires à mettre en place. Mais de toute façon, il va y avoir les bases à mettre en place, comme le fait, par exemple, de bien mâcher. Je suis désolé de dire ça sur un podcast qui peut sembler aussi simple et évident, mais le nombre de personnes que je connais qui ne mâchent pas assez, tout le monde en fait. Ce qui va très souvent avec le fait qu'on est speed. On est Ouais. tout le temps pressé. Et à nouveau, si vous regardez nos ancêtres, les seuls moments où nos ancêtres étaient pressés, c'est les moments de crise. Le reste du temps, ils étaient tranquilles. Je ne sais plus si je l'ai dit au premier épisode, mais je le dis assez souvent. L'être humain reste un mammifère, et les mammifères, c'est paresseux. C'est pas fait pour être speed tout le temps. Et le problème, c'est que donc, quand on est speed, le système nerveux pense qu'on est en danger. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être en danger, donc en mode sympathique, la fuite, la lutte, la survie, et digérer en même temps. Donc vraiment la base de la base, que je souhaite retrouver une bonne santé digestive ou la maintenir, c'est ralentir, au moins pendant les repas, et bien mâcher. Vraiment ça, il n'y a rien qui remplace ça. On a tendance à remplir nos vies de plein de choses, de toujours avoir plein de rendez-vous, plein de trucs à faire, faire, et on n'est jamais dans l'être en fait. On n'est jamais dans Hmm, posé, tranquille. exact, Et ça, c'est exact. important. Et ça, il y a une combinaison de deux choses. Et à nouveau, c'est pour ça que je travaille beaucoup dessus, notamment en ce moment. Mais c'est une combinaison d'émotions et de croyances. Les croyances, ça va être quelque chose du type, bah, si je n'accomplis pas plein de choses ou si je ne fais pas beaucoup de choses, je ne serai pas à la hauteur, donc je serai rejeté par ma tribu, donc je vais mourir. C'est un peu le raisonnement d'un point de vue croyance. Et le côté émotionnel, bah, c'est en gros la peur de ne pas être à la hauteur. L'émotion est ce qui nous pousse à l'action de manière compulsive, et notamment d'être speed. Et c'est pour ça, alors je sais pas si toi tu l'as déjà entendu ou si ton audience l'a déjà entendu, mais on dit souvent que les comportements humains sont majoritairement émotionnels. Nos Mhm. décisions sont majoritairement émotionnelles, et qu'en général, c'est soit on cherche à se rapprocher du plaisir, soit s'éloigner de la peur. Enfin, voilà, s'éloigner de la souffrance. Soit je me rapproche du plaisir, soit je m'éloigne de la souffrance. Si vous faites l'exercice pardon, de manière honnête et que vous regardez les décisions que vous prenez au quotidien, vous pouvez quasiment tout le temps le ramener vers plaisir ou peur ou souffrance. Pourquoi je me lève à l'heure pour pas prendre les bouchons pour être à l'heure au travail? Bah, parce que j'ai peur d'arriver en retard, parce que j'ai peur de me faire virer, parce que j'ai peur d'être à la rue, etc. Voilà. Donc on le voit assez facilement. Et donc c'est pour ça que selon moi, euh, apprendre à vivre avec nos émotions, ça veut surtout pas dire essayer de s'en débarrasser. C'est très différent. Et même chose pour la lutte contre le stress, j'aime pas ce terme.
parce qu'en fait, la lutte contre le stress, bah, ça perpétue le conflit intérieur, c'est un champ de bataille, et ça maintient le système nerveux vigilant. Apprendre à vivre avec nos émotions et à avoir une relation saine et d'adulte avec le stress, et j'utilise ce terme de manière intentionnelle, ça permet vraiment de revoir tous nos comportements qui peuvent potentiellement mener à des habitudes qui mènent à une mauvaise santé digestive, comme manger trop vite. Voilà. Et pourquoi j'ai dit une relation d'adulte avec le stress? Parce que très souvent, c'est l'enfant intérieur, Mm. l'enfant en nous, qui a développé tout un tas de mécanismes, et c'est lui qui court partout. Ok. Donc là, en gros, si on veut travailler sur notre microbiote, le rééquilibrer, comment on peut savoir qu'il est déséquilibré? Est-ce qu'il y a des tests à faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut éventuellement quantifier? Tu vois, Mm. en fait, dans ce système de problèmes digestifs, quand tu fais tout ce qu'il faut, quand tu travailles peut-être déjà sur ton état de stress, quand tu fais un boulot aussi sur le fait de manger plus calmement, de mâcher, d'avoir une conscience aussi sur ce que tu mets sur ton assiette, etc. Mais que malgré tout, tu sens que ton microbiote il est encore déséquilibré. Pour toi, vers où tu irais? Quelle piste tu, tu irais? Ouais. Euh, alors, tu as posé la question un petit peu de deux façons, donc je vais répondre à la première et puis ensuite à la deuxième. Donc, pour quantifier, etc., tester le microbiote, donc, ou pour savoir si on a un problème au niveau du microbiote, à nouveau, on peut se baser sur certains symptômes, comme je suis typiquement ballonné avec certains aliments, comme suivant la dysbiose, donc suivant le déséquilibre du microbiote, je peux avoir de la constipation, je peux avoir certains types de fatigue, de l'anxiété, des choses comme ça. Et c'est le problème avec la sphère digestive à nouveau, c'est que les symptômes sont potentiellement tellement diffus que c'est pas évident de savoir. Hmm. Ensuite, effectivement, il existe tout un tas de tests qui permettent de tester, d'identifier ce qui se passe dans nos intestins. Euh, alors, moi, j'en utilise quasiment jamais, euh, même si ça peut apporter des informations. Et ça, là, ça, on arrive à la deuxième partie de ta question. Mais donc, il existe des tests qui utilisent les selles, etc. Euh, Ça peut dire ce qu'il y a dans le côlon des fois, mais ça dit pas forcément ce qu'il y a dans le petit intestin. Et le SIBO, par exemple, ce dont on entend souvent parler, c'est dans le petit intestin, intestin grêle. Alors, Donc c'est là qu'il faut prendre les choses avec des pincettes aussi. Comme tous les tests en général, hein, même les analyses de sang, ça donne des informations, mais c'est pas forcément une vérité absolue. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Pour répondre à ta question, euh, en pratique, si la personne a vraiment toutes les bases en place, ce n'est qu'une question de temps avant que le microbiote se rééquilibre. Parce que là, ce qui va altérer le microbiote, bon, il y a plusieurs choses, mais c'est est-ce que je digère bien ce que je mange? Donc là, c'est à nouveau, on parle de la digestion, la capacité digestive, ou ce que j'appelle souvent la digestion haute. Donc haute, c'est au-dessus du diaphragme, donc c'est au-dessus des intestins, c'est l'estomac, pancréas et foie. Donc si ça fonctionne bien, déjà, tout ce qui va arriver dans les intestins, et donc rentrer en contact avec les bactéries, sera digéré, donc ça va potentiellement pas nourrir les mauvaises bactéries. Déjà, il y a ça. Ensuite, quand je commence à ne plus avoir de symptômes quand je mange des fibres, notamment, le fait de rajouter des fibres et certains aliments, ça va permettre potentiellement de diversifier le microbiote, ce qui est une bonne chose. Et en fait, la façon la plus simple de faire ça, c'est juste de manger de saison. Voilà. Moi, j'essaye de rester assez simple. C'est si je mange ce qu'il y a autour de moi et de saison, sur une année, j'ai varié. Même si, voilà, on peut avoir des choses un petit peu comme de la choucroute et des choses comme ça pour agrémenter un petit peu. Et ensuite, ce qui va affecter grandement le microbiote, c'est l'état du système nerveux, donc le stress, parce qu'il est en communication directe avec le microbiote. Euh, donc, mais admettons que la personne gère bien ça, pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ça se régule. Il y a un autre facteur qui est très peu souvent discuté, mais qui est selon moi assez important, c'est que la lumière du soleil sur l'abdomen est un puissant régulateur du microbiote. Donc, donc parce je que les vais vivre bactéries dans le sud. communiquent. Ouais, les bactéries communiquent notamment avec la lumière. euh, et la lumière qui va sur le ventre peut grandement jouer sur le microbiote aussi. Et ça peut aussi encourager la réparation de la muqueuse intestinale aussi. Donc Ok. voilà. Et- Donc là, tu disais par exemple, on vérifie que la digestion haute va bien, etc. Parce que souvent, il y a un problème aussi de sécrétion de HCl qui est Oui, souvent chez certaines personnes.
trop bas. Qu'est-ce que tu penses pour aider justement à complémenter la personne en bêta-NaCl ou des choses comme ça, peut-être sur des courtes périodes, pour aider au moins la digestion haute à bien se faire? Hmm. Ça peut grandement aider. Ça peut justement ça peut permettre de se sortir du cercle vicieux Mm. dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que je digère pas bien, donc j'accumule des carences, mais de l'accumulation des carences, ça fait que je digère moins bien. C'est ça. Donc potentiellement, utiliser de la bêta-NaCl, donc c'est en gros de l'acide gastrique, hein, booster, soutenir la production d'acide gastrique, ça peut aider à relancer tout ça, à briser le cercle vicieux en fait. Faut le faire de manière, faut faire attention à ça, parce qu'évidemment, on peut trop en faire. C'est là qu'il faut vraiment être méthodique et surveiller les symptômes du corps. Mais ça peut permettre de relancer la machine et donc de potentiellement combler les carences. Mais il faut toujours s'assurer, comme on l'a dit, que le stress est bien régulé, etc. Sinon, de toute façon, dès que j'arrête la bêta NaCl, les problèmes vont revenir. Mm. Voilà. Donc, mais absolument, ça peut vraiment aider certaines personnes et très rapidement. Des fois, dès la première prise, on fait ah oui, je digère mieux. Et est-ce que tu penses justement que cette digestion haute qui a besoin d'acidité, parce que souvent on pense ah si je mange de la viande, je m'acidifie, alors qu'au contraire, je Hmm. pense que les protéines animales sont nécessaires pour avoir Ouais, suffisamment d'acide j'ai chlorhydrique. j'ai mon mot à dire là-dessus. C'est un Ouais. sujet. Parce que le problème de ces personnes-là, c'est que vont se bourrer d'aliments basifiants, vont se retrouver à une digestion haute complètement catastrophique. Oui, ok. Euh, alors, je vais essayer d'expliquer de manière relativement succincte. Mais donc, effectivement, il y a des aliments qui sont plus alcalins, donc et d'autres qui sont plus acides. Alcalin et acide, c'est l'inverse. L'un est l'inverse de l'autre. Bon, enfin, c'est l'un et l'opposé de l'autre, disons. Donc effectivement, ce que vient de dire Céline, c'est que l'estomac a besoin d'être extrêmement acide pour notamment digérer les protéines. Donc si je manque d'acidité, un symptôme typique que j'entends assez souvent, c'est je digère pas la viande. Mm, c'est Je vrai. digère pas la viande. Quand je mange de la viande, je me sens lourd. Et naturellement, on est humain, on a tendance à dire le problème c'est à l'extérieur de moi, c'est pas à l'intérieur de moi. Donc on dit le problème c'est la viande, donc j'arrête la viande. Le problème c'est que la viande, ça apporte aussi tout un tas de nutriments qui permettent de sécréter cet acide gastrique. Donc là, on se lance dans un cercle vicieux tout seul. Donc il y a ça. La notion que manger de la viande ou du fromage ou du sucre, ça va acidifier le corps, c'est un peu trop simpliste. C'est pas aussi facile que ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont basées sur des expériences qui ont été menées. Alors j'ai plus la décennie, mais c'était au début du XXe siècle, qui regardait si je brûle un aliment et que je regarde les restes minéraux et que je regarde le pH de ces restes, bah, j'en déduis quel est l'effet pardon, de cet aliment sur l'organisme. L'indice C'est un PAM. peu simpliste, parce que c'est quelque chose comme ça, j'ai plus le terme exact, mais ça doit être ça. Et le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Un autre problème que j'ai avec cette discussion, c'est on parle d'acidité où dans le corps? Parce que suivant les endroits du corps, le pH n'est pas le même. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours dérangé, c'est on dit bah ça rend acide, mais où? Ça rend acide où? Parce que le pH du sang, par exemple, il est surveillé de très près. De très très près. C'est pour ça notamment que la glycémie peut faire du yo-yo. C'est parce que si on a trop de sucre, ça va acidifier le sang et on meurt. Donc c'est pour ça que le corps il va immédiatement sécréter de l'insuline pour faire baisser le sucre, pour que le pH du sang soit extrêmement stable. Je crois que c'est entre 7,35 et 7,45. Enfin, c'est quelque chose de tout Mm, petit. Ok. Le pH de l'estomac doit être très faible, très acide. Le pH des intestins, c'est un autre. Le mm, pH à l'intérieur des cellules, c'est pas le même qu'à l'extérieur des cellules. Et tout ça, c'est aussi géré, non pas juste parce qu'on mange, mais aussi par les minéraux qui sont dans notre corps, qui sont dans l'eau qu'on boit. C'est pour ça qu'on a des reins qui excrètent les minéraux dans l'urine, etc. Donc, c'est un peu simpliste de dire, bah, je mange un aliment, tel aliment, et je vais être acide. C'est assez, euh, c'est assez simpliste. Et ça marche pas comme ça. Et surtout, ce qui crée des problèmes, c'est un aliment pas digéré, à nouveau. ouais. Et le problème, c'est que c'est là que des croyances peuvent être renforcées. Mais donc, si j'ai déjà une faiblesse digestive, que je mange de la viande et que du coup je me sens lourd, je vais dire, parce que j'ai cette croyance, je vais dire, bah c'est parce que la viande c'est acidifiant. C'est pour ça que je me sens mal. Du coup, je vais enlever la viande. Du coup, en fait, mon symptôme, entre guillemets, a confirmé. Mais non.
C'est que j'ai pas digéré la viande parce que je manque d'acide, en fait. C'est ça l'ironie. Et effectivement, il y a beaucoup d'aliments, comme notamment les fruits crus, ça c'est les pires en fait, qui sont particulièrement basiques ou alcalins. Et donc si je mange des fruits crus alors que j'ai déjà une faiblesse au niveau de l'estomac, j'ai un manque d'acide gastrique, et ben là je vais encore moins digérer le reste du repas, encore moins de le digérer. Donc c'est là qu'il faut être, à nouveau, faut être méthodique et il faut, voilà, c'est malheureusement, il faut faire preuve de discernement avec ce qu'on entend. Euh, Et la meilleure façon de faire, je dis ça aux gens, c'est si vous pouvez, poser toujours la question pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi faut faire ça? Pourquoi ça c'est acide? Pourquoi on dit que ça c'est acide, etc. Mm. Et parce que ça peut nous mener à avoir tout un tas de croyances et de faire des suppositions qui ne nous avancent pas. Et c'est pour ça que, je pense que tu en as déjà vu, Céline, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes depuis longtemps. Et ça fait longtemps qu'elles essayent de trouver des solutions. Euh, et notamment, voilà, cette discussion d'acide basique, c'est vrai qu'elle elle m'agace un peu. D'autant plus qu'il y a, enfin, je pourrais aller dans plein de directions, mais le fait d'être pieds nus sur une surface naturelle, ce qu'on appelle la mise à la terre ou le grounding ou le earthing, ça permet d'absorber des électrons dans le corps. Et en fait, plus j'ai d'électrons, plus ça va changer, ça va permettre au corps de réguler le pH de certains tissus tout seul. Parce qu'en fait, le pH et l'électricité, c'est assez lié. C'est pas équivalent parfaitement, mais c'est assez lié. Donc, c'est beaucoup plus subtil que juste je mange un steak, je suis acide, ou je mange du fromage, je suis acide. C'est pas aussi simple que ça. Ok. Donc là, on parle de ce qu'on va manger de manière générale et tu parlais des fruits qui étaient peut-être un petit peu problématiques. Est-ce que tu pourrais nous dire, non pas qu'est-ce qu'il faut manger ou pas manger, mais qu'est-ce qui est plus difficile à digérer, par exemple, comme aliment, Hmm. et qu'est-ce qui est plus facile? Et aussi, est-ce qu'il y a des combinaisons alimentaires qui vont plus perturber la digestion? Ouais. Alors, il y a certaines écoles de pensée qui vont très loin dans les combinaisons alimentaires, et du coup, ça fait que chaque repas est un puzzle. Et le problème, c'est que ça mène à du stress, ce qui est contre-productif. Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, le stress va ralentir les capacités digestives, sans parler du fait que bah, ça va juste ruiner ma qualité de vie. Hein. Soyons honnêtes, hein, surtout que là, on est en novembre, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Voilà, c'est. Néanmoins, la combinaison la plus courante qui va vraiment affecter la digestion, pour moi, c'est manger un fruit cru avec une grosse pièce de viande. Parce que, à nouveau, on a besoin de beaucoup d'acide gastrique pour digérer les protéines en Carnivore en particulier. PLS. Ouais. On a besoin de beaucoup d'acide gastrique pour digérer la protéine, notamment la viande. Et le fruit cru va réduire l'acidité de l'estomac parce que c'est alcalin. Donc en fait, de l'alcalin dans de l'acide, ça va réduire l'acidité. Donc ça, c'est potentiellement le plus problématique. Ensuite, alors, pour ça, je puise un peu dans la médecine traditionnelle chinoise, mais il va aussi y avoir la notion de saison. C'est-à-dire qu'en été, on apprécie instinctivement beaucoup plus les crudités Et les fruits, ouais. Mm. et les fruits. En hiver, on n'a pas trop envie en général. Et en fait, d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, le cru, ça refroidit le feu digestif. Néanmoins, effectivement, le cru apporte des enzymes importantes et des choses intéressantes. Mais le tout, c'est d'être vraiment honnête avec soi-même et de pas faire partie d'un dogme et de dire est-ce que là, j'ai clairement envie de cru, est-ce que ça me fait envie et est-ce que quand j'en consomme, je me sens bien? Je me sens bien. Donc, par exemple, même en hiver, les aliments crus que je mange, alors en général, je mange le cru en milieu de journée parce que je sens que c'est là que j'en ai plus envie. S'il fait beau, s'il fait pas beau, bah, j'ai pas envie de cru. Et ça peut être par exemple des carottes râpées, mais un autre aliment cru que je mange, bah, c'est le fromage au lait cru. Mm. C'est du Mm. cru, ça aussi. Et ça passe beaucoup mieux en hiver. Euh, donc ça, c'est potentiellement la combinaison qui pose le plus de problèmes, tout simplement parce que bah, c'est un aliment qui a besoin de beaucoup d'acidité, la viande, combiné avec un aliment qui va réduire l'acidité, à savoir un fruit cru. Voilà. Ensuite, de manière générale, plus j'ai la digestion faible, plus c'est intéressant de simplifier les repas, juste de manière générale, au-delà des combinaisons. C'est-à-dire que si je fais entrée, plat, laitage, dessert, c'est beaucoup pour l'appareil digestif quand il est ralenti. Le mieux, c'est de faire une assiette qui me plaît, mais une bonne assiette, et au moins c'est plus simple pour le corps. Mais voilà,
à terme, quand la capacité digestive est bonne, ce que j'ai observé, c'est on peut combiner les choses. Mais le corps nous le dira. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du coup des personnes qui se dirigent vers les régimes dissociés, où on dissocie la protéine animale des féculents parce que Hmm. soi-disant c'est plus digeste? Eh bien, je pense que... Bon, déjà, je pense que d'un point de vue qualité de vie et social, est compliqué. Donc ça, Voilà, c'est... Il y a deux choses. D'un point de vue voilà, de la vie, et surtout de la culture française dans laquelle on est, ça va être assez compliqué à long terme. Ensuite, c'est le choix de chacun. Un autre aspect, c'est que ça c'est plus presque philosophique, c'est si j'ai besoin de faire de telles dissociations pour le reste de ma vie, suis-je guéri? En d'autres termes, si j'ai besoin de faire autant attention à ce que je mange pour que ma digestion ne parte pas en vrille, est-ce que j'ai vraiment une bonne santé digestive? Donc c'est ça que je me demande. Pour moi, retrouver une santé digestive, c'est retrouver une certaine résilience. C'est-à-dire que mon corps peut encaisser un repas un peu plus complexe que juste de la viande ou juste des féculents. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ces phases-là, ça doit rester des phases, que ce soit le régime FODMAP ou le régime dissocié, qui fait en Ouais, effet que bah, on allège la digestion, que en parallèle, peut-être, on va soigner le digestif, travailler sur certaines choses, alléger le travail digestif, parce que pour certaines personnes, c'est très compliqué d'avoir un ventre ballonné, d'avoir super mal, d'avoir des douleurs, bien etc. sûr. À vivre au quotidien, c'est dur. Ouais. Donc, peut-être passer par des phases comme ça, mais que ça reste des phases le Mm, temps que on soigne en fait. c'est ça. Et absolument. Et une chose que je vais mentionner parce que c'est assez répandu, je sais plus si je l'avais dit dans notre premier épisode, mais je le répète assez souvent, c'est la notion que on a tendance à penser qu'il faut souffrir pour aller mieux, ou souffrir ou galérer pour réussir. Alors on le crie pas sur les toits, on le pense pas de manière explicite, mais quand on regarde la façon dont on a tendance à euh, aborder notre vie, que ce soit professionnellement, personnellement, etc., on se dit, mais est-ce que ça pourrait pas être plus simple, quoi? Est-ce qu'on fait pas des choix qui nous compliquent la vie? Et c'est vrai qu'il y a cette idée un petit peu de je dois souffrir pour guérir, quoi. Et ce que j'ai observé, c'est que la guérison, surtout de l'appareil digestif, est synonyme d'abondance, en fait. Et pas de plus de restrictions, plus de contractions, plus de limitations, plus de stress. Même si, évidemment, il y a parfois des choses à omettre de temps en temps, genre le fruit à la fin du repas, bah, on va potentiellement éviter pendant un temps. Mais c'est pas dans l'esprit de je me restreins. C'est dans l'esprit de non, je donne exactement à mon corps ce dont il a besoin et je lui facilite la vie pour relancer la machine. C'est pas je me prive. Et rien que ça, cette différence de perspective, ça peut grandement aider. Mais donc effectivement, ce que tu as dit est correct, à savoir que ces choses-là peuvent être utiles, mais temporairement. Et que si mon but, en tout cas à long terme, c'est de pouvoir vivre ma vie euh, sereinement et de ne pas me prendre la tête à chaque repas, parce qu'il y a aussi la dimension que chaque repas est un stress à force, alors on ne veut pas rester dans ce genre de restrictions. Ouais, donc pareil pour le jeûne intermittent. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le jeûne intermittent et pareil ont un meilleur confort digestif parce qu'ils laissent leur digestion vraiment se reposer pendant longtemps. Ouais, alors là c'est pareil, c'est si j'ai des soucis digestifs, évidemment, si je mange pas, je vais plus avoir de soucis digestifs. C'est ça. Donc est-ce que j'ai résolu quoi que ce soit ou est-ce que j'ai juste bah, arrêté arrêté d'alimenter, enfin comment dire, c'est est-ce que j'ai résolu quoi que ce soit ou est-ce que j'ai juste arrêté de stimuler le symptôme? Mais en fait, dès que je recommence à manger, ça a rien résolu. Parce que le jeûne intermittent, ça nécessite de potentiellement sauter un repas. Et si, alors ça dépend, hein, mais si la cause de mon ralentissement digestif, c'est euh, des carences alimentaires, bah, avec un repas en moins, je risque d'avoir plus de carences alimentaires. Et aussi, en général, c'est si je mange deux repas par jour au lieu de trois, parce que je fais du jeûne intermittent, les deux autres vont être plus lourds, donc plus galères à digérer. Tu vois. Donc ça va pas forcément résoudre le problème. Et sans parler du fait que bah, souvent le jeûne intermittent c'est fait en sautant le petit déjeuner, ce qui va complètement perturber le métabolisme et l'équilibre hormonal, ce qui va pas forcément aider à long terme. Hmm.
Donc il y a plusieurs choses qu'il faut regarder de près. Et, euh, et aussi, c'est vraiment la motivation. Pourquoi on fait le jeûne intermittent? Est-ce qu'on le fait pour juste parce que c'est une excuse entre guillemets validée scientifiquement pour perdre du poids? Est-ce qu'on le fait parce que voilà, il y a plusieurs raisons. Mais pour la notion de effectivement les symptômes partent parce que je mange pas, bah oui, mais ça résout pas le problème pour autant. Hmm. Est-ce que, selon toi, il faut un certain laps de temps entre deux repas? Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de repos digestifs? Je sais qu'il y a des personnes qui sont bien avec trois repas dans la journée et d'autres, il leur en faut six, tu vois, parce que, ils ont besoin de manger assez régulièrement, d'alimenter les Mhm. machines. Il y a des organismes qui sont plus faibles et qui ont besoin de manger régulièrement. Alors potentiellement oui. Ça aussi, ça va dépendre des saisons et ça va beaucoup dépendre de bah, ce qu'on mange à chaque repas, naturellement. Euh, et là, en fait, ça va être. En fait, avant tout, j'aimerais regarder quel est le premier repas de la journée. Parce que c'est ça qui va grandement influencer le reste. Et ensuite, ça va être surtout une question de métabolisme. Je pense on peut en faire trop, on peut manger trop souvent. Et bien évidemment, je pense qu'on peut manger trop peu souvent aussi. Mais je pense qu'il y a une certaine variabilité potentiellement. Et ça va aussi dépendre de la saison. En été, les journées sont plus longues. Moi, j'ai en général un repas de plus. Hmm. En hiver, il fait nuit plus tôt et je mange un peu plus lourd parce que bah, j'ai envie en fait. J'ai plus envie de faire des petits plats mijotés qui ont un peu plus de gras avec voilà, du bœuf, de l'os à moelle ou de l'agneau, des choses comme ça. Bah ça va me tenir sur le corps longtemps. Donc naturellement, je vais avoir moins faim rapidement. Je pense que le problème, c'est quand on est trop rigide dans notre approche alimentaire aussi. Mais pour répondre à ta question plus directement, ça, oui, il peut y avoir les deux. Mais ça dépend beaucoup aussi de l'équilibre hormonal et du métabolisme de chacun. Et de, évidemment, ce qui mange à chacun de ses repas. Hmm. Et selon toi aussi, en fonction de l'heure à laquelle on va manger, est-ce qu'on a une capacité digestive qui est plus grande ou moins grande le matin, le midi versus le soir? Oui, oui, en général, ça. Alors la médecine chinoise nous le dit très bien, mais même d'un point de vue empirique, alors je ne vais pas prétendre que tout le monde le sent, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont assez déconnectées de leur corps pour tout un tas de raisons. Ça peut être traumatique, ça peut juste être la vie qui nous distrait en permanence. Mais on n'a pas la même capacité digestive en permanence, sachant que c'est grandement impacté par notre environnement lumineux. Donc si je suis sous la lumière artificielle en permanence, notamment le soir quand il fait nuit, euh, mon corps il va plus savoir où il en est, et ça peut infecter ma capacité digestive. Mais si on est dans un cadre naturel, si on respecte les cycles lumineux naturels, en général, début, milieu de journée, c'est là qu'on a la plus grande capacité digestive, et en fin de journée, c'est là que c'est plus ralenti, plus faible. Hmm. On peut peut-être aussi aborder le sujet de la femme avec les cycles menstruels justement et les troubles digestifs qui sont associés autour du cycle. Oui, effectivement. Oui, il y a pas mal de choses et ce que j'aimerais dire d'ores et déjà, c'est que il y a beaucoup de femmes qui se jugent ou qui culpabilisent parce que, notamment en phase lutéale, donc avant les règles, il y a les fringales. Hmm. Et en gros, euh, il y a beaucoup bah, de, je me juge parce que j'ai ces envies-là, ou je culpabilise si je cède. Et alors évidemment, si je suis dans un déséquilibre hormonal complet, les fringales vont être complètement hors de contrôle. Néanmoins, il y a une certaine sagesse derrière, à savoir que avant, entre guillemets, l'hibernation que représentent les règles, hein, si chaque moment du cycle correspond à une saison, les règles, c'est l'hiver. Et on voit que dans la nature, l'automne, si on regarde les écureuils, c'est le moment où ils font le plein de ressources. Hein, si on regarde entre septembre et décembre, les écureuils, ils grossissent beaucoup, ils prennent beaucoup de poids. Et en fait, l'automne, c'est le moment où on rassemble nos ressources pour se préparer à hiberner. On prépare le nid douillet. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont tendance à vouloir faire du tri Hmm. à cette période-là du cycle. Et à cette période-là du cycle, donc c'est normal de manger, de vouloir manger plus parce que le corps a besoin de faire les ressources pour l'hibernation. L'hiver, donc les règles. En fait, ce dont il a vraiment besoin le plus, c'est de nutriments surtout. Et donc, c'est le meilleur moment, notamment pour manger de la viande rouge. Avant de perdre du sang, on fait le plein de fer Hmm. et de vitamine B. Et on verra que pendant la phase lutéale, c'est si je mange plus vraiment des aliments nutritifs, des abats aussi, des fruits de mer,
mais en fait, les fringales vont partir. Souvent, c'est autour de l'ovulation qu'il y a plus de ballonnement aussi. Parce que au moment de l'ovulation, à cause de, ou grâce ou à cause du fait du cocktail hormonal qui est présent dans le corps, il y a une plus grande perméabilité intestinale. Ce qui fait que on est plus susceptible d'avoir le ventre qui gonfle à cette période-là. Dans une certaine mesure, c'est normal, mais ça veut surtout dire que la moindre particule non digérée qui arrive dans les intestins va causer un ballonnement. Donc ça veut simplement dire que s'il y avait déjà un déséquilibre digestif préexistant, lors de l'ovulation, ça Amplifie. va être amplifié. Exactement. Mais là où je veux vraiment en venir, c'est que le cycle de la femme, déjà c'est magnifique, c'est ce qui vous permet de porter la vie. Et le problème, c'est souvent juste qu'on le comprend pas, hein. C'est souvent qu'on le comprend pas. Et, euh, et que effectivement, il peut potentiellement amplifier des déséquilibres qui sont déjà préexistants. Et l'idée, c'est d'ajuster au mieux l'alimentation en fonction du cycle. Donc à nouveau, phase lutéale, en général, c'est un peu plus d'abondance. Pendant les règles, en général, les femmes ont moins faim, souvent. C'est vrai. Pas tout le temps, mais souvent. Parce que c'est l'hiver, en fait. Et normalement, si on regarde nos ancêtres, en hiver, bah, il y avait beaucoup de périodes où on mangeait pas parce qu'il y avait juste moins d'aliments. Alors, nous, on est sur la Côte d'Azur, il y a des fruits et des légumes à longueur d'année. Mais si on va un peu plus dans le nord, c'était pas le cas. Euh, donc voilà, l'idée c'est de d'honorer les besoins du corps et donc en particulier chez la femme, il va falloir faire preuve de plus de flexibilité qu'un homme. Nous, on est un peu plus constant. On a moins de flexibilité au niveau de nos besoins nutritionnels. Et de toute façon, le féminin, c'est la souplesse. Le masculin, c'est plus la rigidité, hein. Structure, rigidité, la souplesse, adaptabilité pour le féminin. Mais donc, oui, c'est normal d'avoir des fluctuations au niveau digestif au cours du cycle. Ok. Euh, Toi, qu'est-ce que tu préconiserais comme complément, même si on essaye au maximum de travailler en amont sur tout ce qu'on a vu, quels sont les compléments, on va dire, que tu donnerais, hormis la bêta-NHCl qu'on a évoqué tout à l'heure, peut-être des enzymes digestives ou des choses comme ça, qui pourraient faire du bien, glutamine, je sais pas, qu'est-ce que toi, il te parle comme complément? Alors effectivement, les enzymes digestives, comme la bêta-NHCl, ça peut aider à sortir du cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure. Il y a certaines vitamines qui peuvent aider, qui sont particulièrement importantes pour les sécrétions digestives que je peux recommander. Euh, Quand je soupçonne que c'est vraiment une grosse carence qu'il faut combler assez vite et que l'alimentation seule, ça n'ira pas assez vite. Notamment la vitamine B1, Hmm. qui permet de vraiment aider l'estomac à produire suffisamment d'acide. C'est pas vraiment un complément alimentaire, mais suffisamment de sel de qualité. C'est hyper important. Donc moi, je recommande celle de Guérande ou celle de Camargue. Euh, ce que j'aime beaucoup, la glutamine, je suis pas trop fan. J'ai pas vraiment. Déjà, il y a beaucoup de débats d'un point de vue de la littérature scientifique, même si c'est pas ma seule source d'information. Mais c'est surtout que bah, j'en ai pris. Il y a beaucoup de gens qui en ont pris qui ne ressentent pas la différence. Moi, ça Par a contre, empiré, moi. Ça a empiré mes ouais, problèmes voilà. à l'époque. Par contre, j'aime beaucoup la glycine. Ouais, ah, moi, Donc je l'aime pas. on parle beaucoup de collagène de nos jours. Et en fait, le collagène, en gros, c'est une forme de protéine, le collagène, et ça contient des acides aminés, le collagène. Et parmi ces acides aminés, le plus courant dans le collagène, c'est la glycine. C'est le même nom que la fleur. Et la glycine, j'aime bien pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas cher du tout. Non, vraiment pas. Par rapport à certains collagènes qui sont des fois hors de prix, suivant comment ils le mettent en avant. Euh, c'est, donc c'est pas cher. Euh, Même si c'est un acide aminé, c'est un léger goût sucré. Donc on peut le mettre à la place du sucre bon, j'allais dire dans un yaourt, même si, voilà, le lactose, pour beaucoup de personnes, c'est problématique. Mais moi, je l'utilise par exemple dans une tisane le soir. Et ça va légèrement sucrer ma tisane et c'est très bon. Euh, donc la glycine, ça a potentiellement les mêmes rôles que le collagène et aussi ça joue le rôle qu'on attribue à la glutamine, à savoir la réparation de la muqueuse intestinale. Hmm. Alors, juste pour faire une Euh, parenthèse, moi, personnellement, la glycine, et j'ai eu d'autres cas, alors je sais pas si c'est féminin, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça ne passe pas. Ça me fait des maux de tête atroces et des troubles de la vision.
Et je suis pas la Ouais, seule intéressant. à avoir J'ai eu ce jamais eu ça. symptôme. Ouais, je n'espère pas Tu du tout. prenais comment? En poudre, Ok. Avec un repas, en dehors du repas, comment? pareil que toi, dans une boisson ou un truc comme ça le soir. Ok, intéressant. Ça mérite d'être exploré. Moi, j'ai jamais vu ça ni chez moi ni chez les personnes que j'accompagne. Mais dans le scénario où il n'y a pas ces réactions-là, euh, moi, ce que j'observe, c'est non seulement donc en fait, de nos jours, on mange quasiment plus de viande collagéneuse. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en fait, ça permet de compléter un petit peu. Euh, mais en plus de ça, donc ça a le petit goût sucré, donc ça passe très bien en tisane et ça aide énormément à dormir et à calmer le système nerveux. C'est vrai. Euh, quand on n'a pas les les symptômes dont tu me parles. J'avais des super effets, tu vois, mais j'ai fait le rapprochement avec mes douleurs de maux de tête le matin quand je me réveillais, mais ça me tapait dans la tête, alors que moi, je suis pas du tout Hmm, migraineuse, hein. Pas du tout, hein. Alors, j'ai pensé à l'histamine au début, j'ai pensé à plein de trucs, mais ouais. Alors, il y a une chose à laquelle je pense, qui est potentiellement en lien, parce que souvent le mal de tête, c'est lié au foie, qui est un petit peu engorgé, comme on dit. Et en fait, la glycine, ça aide aussi à la sécrétion et à la qualité de la bile. Et donc, en gros, en ce sens, ça peut soutenir la détox. Et si c'est trop d'un coup, comme quand on fait une détox trop rapide, ça peut mener à des sensations de maux de tête, etc. Donc, c'est possible que ce soit ça. C'est un lien possible. Euh, mais voilà, ce serait à expérimenter. ça serait à réessayer là. Ouais. Bon, je te dis, je l'ai pas réessayé depuis longtemps parce que quand j'ai eu ces symptômes-là, j'ai arrêté Hmm. direct. Et Ouais. comme j'ai pas été la seule dans ce cas-là, j'ai eu quelques personnes Ok. en coaching et même une copine à moi aussi qui m'a dit, mais je comprends pas, je vais aller faire des analyses Hmm. chez un médecin parce que je pense que je dois avoir des problèmes neurologiques. Elle m'a dit ses symptômes, je lui ai dit, dis-moi ce que tu consommes dans toute ta journée. Elle m'a dit la glycine le soir, je dis arrête ça et tu verras. Et ça a été radical. Ok, c'est super intéressant. Et ça pointe du doigt l'importance du fait d'être vraiment méthodique dans la prise de compléments. Et idéalement, on ajoute ou on enlève un complément à la fois. À la fois. Et Et, ouais, je suis d'accord. et pour vraiment sentir. Et, euh, et vraiment, moi, quand je suis quelqu'un, c'est pareil, c'est vraiment comment tu te sens avant, on va le noter, on va quantifier, même objectivement, subjectivement, on va regarder comment tu te sens avant, après. Et on évite de faire comment dire, toute une tablée de compléments alimentaires d'un coup. Euh, parce que ça peut effectivement mener à beaucoup de confusion. Euh, voilà. Et ensuite, il y a aussi la notion de la dose. La glycine, c'est facile de trop en prendre. En fait, il n'y a pas besoin d'une grosse dose. Donc, il y a aussi ça qui est possible. Mais ouais, le seul lien auquel je pouvais penser, c'est la relation entre la glycine, la production de bile, donc le foie, et le foie qui peut mener à des maux de crâne s'il est un petit peu engorgé. Mais voilà, c'est la seule chose à laquelle je pense. Euh, mais donc, ouais, c'est intéressant comme anecdote. Mais Mais ça fait partie des bizarrement, compléments que je peux recommander. le collagène qui contient de la glycine, je le tolère, tu vois. Donc des fois, il y a des trucs que tu... Ok. Intéressant. Alors, tu vois, là, je serais curieux de savoir s'il existe je sais pas, si d'un haut niveau intestinal, si ça va être métabolisé différemment, Ah tu vois. oui, Et oui. si c'est les métabolites des bactéries qui vont mener potentiellement à un mal de crâne, tu vois, c'est ça qui m'intéresserait de savoir. Euh, mais ouais, c'est une anecdote intéressante. Mais moi, je le recommande parce que bah, souvent, tu peux le trouver pour 10 euros et t'en as pour 3, 4, 5 mois pour 10 euros. Donc, vraiment pas, allez, enfin, c'est pas très cher. Et moi, j'aime bien l'utiliser. Donc on a bêta-NaCl, enzyme, glycine, Vitamine B1. vitamine B, ouais, B1. Le zinc, j'évite si possible, même si c'est hyper important pour plein de raisons. Ça permet notamment de réparer la muqueuse intestinale, ça permet aussi la sécrétion d'acides gastriques, les enzymes pancréatiques, etc. Mais c'est facile d'avoir des effets négatifs avec le zinc ou alors du zinc qui n'est simplement pas utilisé par le corps. Et pour le zinc, j'essaye avant tout de le combler par l'alimentation avec idéalement des huîtres. Les huîtres, ah ouais. Et en deuxième, c'est la viande rouge. Mm. Ok. Tu vois d'autres compléments que tu pourrais inciter à Euh, prendre, qui pourraient améliorer? bah, si la digestion est bonne, en général, ça suffit. J'ai pas besoin d'aller trop compliqué. Si la digestion est bonne et que l'alimentation est suffisamment riche, en général, ça suffit. Éventuellement du magnésium, mais ça va pas forcément directement agir sur la santé digestive, Mm. plus sur le sommeil. Enfin,
directement. Ça va agir sur le sommeil, sur la régulation du système nerveux et sur le métabolisme du glucose aussi. Ouais. Mm. Ok, donc j'ai répondu à la... Parce que là, je suis en train de lire aussi toutes les questions qu'on m'a posées Oui, sur Instagram. je me souviens, on m'en a posé aussi quelques-unes. Ouais, et là, j'en ai une personne qui a le ventre très plat le matin et qui Mm. va gonfler. Donc en fait, elle se sent bien le matin, elle gonfle dans la journée et elle sait pas quoi faire. Ouais. Bah ça veut dire que bah, dès le premier repas, il y a quelque chose qui n'est pas digéré. C'est ça que ça veut dire. Et, euh, et ben là, en fait, ça va être bah, passer par la digestion haute, tout ce dont on a parlé, et s'assurer que je digère vraiment bien ce que je mange, mais en particulier dès le premier repas. Donc on peut, pour expérimenter, là, c'est le genre de choses un peu méthodique que je pourrais faire dans un cas comme ça, c'est on va juste travailler sur le premier repas et voir si les ballonnements, du coup, ne commencent qu'après le deuxième, plutôt que dès le début. Comme ça, on peut voir si, ah, bah, juste en travaillant le premier repas, on voit qu'il y a une différence. Donc ça, c'est des choses que je pourrais faire. Mais ce que ça me dit, c'est que l'inflammation a eu le temps de se calmer pendant la nuit, parce que pendant la nuit, il y a beaucoup de mélatonine. Ça va calmer l'inflammation. On a le temps de finir de digérer. Ça passe de l'intestin grêle au côlon, etc., etc. Donc ça se calme. Mais dès que je remange quelque chose, ça se relance. Ça veut dire pour moi que dès que je mange quelque chose, il y a des particules non digérées qui atteignent les intestins et ça crée de l'inflammation. Ok. J'avais une question sur les fibres. Est-ce qu'il faut privilégier plutôt les fibres solubles ou insolubles et en quelle quantité et à quel moment? Euh, alors, je suis pas très fan de ces questions, hein. Parce que ça rajoute potentiellement beaucoup de règles, en fait, Hmm. dans notre alimentation. Et, euh, et aussi, les fibres, la quantité de fibres, pour moi, ça dépend de notre organisme, ça dépend de notre génétique et ça dépend de la saison de l'année. Donc, là, de manière générale, si mes ancêtres y venaient, je vais donner des extrêmes, hein. Si mes ancêtres venaient de Finlande, je vais avoir moins tendance à digérer les fibres, comparé à des ancêtres qui venaient du sud de l'Inde, par exemple. Et il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites sur la longueur des intestins suivant l'endroit d'où on vient. Et les intestins de personnes plus proches de l'équateur, où il y a donc plus de fibres parce qu'il y a plus de soleil, ont des intestins plus longs pour permettre la fermentation des fibres. C'est Et ça. donc c'est là, voilà. Donc il y a ça, il y a la période de l'année, c'est-à-dire qu'en hiver, suivant là où on vit à nouveau, ça dépend, mais en hiver en général, on a moins de fibres dans l'alimentation, et plus en été parce qu'il y a plein de fruits, il y a plein de légumes, etc. Et bah, c'est normal. Et il y a aussi le facteur, bah, suivant là où on est mon microbiote, je vais plus ou moins tolérer les fibres. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, j'essaye d'encourager les gens à avoir une relation plus intuitive avec la consommation de fibres. Et en fait, bah, juste varie. Là, par exemple, c'est l'automne. Enfin, en tout cas, dans le sud, c'était déjà l'hiver dans le nord de la France. Nous, c'est encore l'été ici, oui. Ouais, c'est encore un peu l'été. Non, je taquine. Mais là, en ce moment, j'adore les noix. J'adore aller. Il y a des endroits, je vais un petit peu en montagne, je ramasse les noix, je les casse et je les mange. Et, euh, et j'adore. Et là, c'est un type de fibre en particulier. J'aime aussi bah, tout ce qui est les légumes racines. Et j'aime notamment les carottes. Les carottes, c'est aussi plein de fibres. Donc, mais en fait, c'est ultra cliché, mais c'est un peu mon corps qui me guide. C'est la saison des pommes en ce moment. Donc, là, moi, les pommes, en général, je les mange à une collation ou en dehors d'un gros repas. Et des fois, je les cuis. Là, je peux le faire pendant un vrai repas, mais des fois, c'est cru et ça me donne des fibres. Mais cette saison, c'est parce que j'en ai envie. Pareil pour les poires. Donc, c'est un petit peu ma relation avec les fibres en général. Mais je me focaliserai pas sur la consommation de fibres spécifiquement. En Hmm. général, je le sens quand je manque de fibres, c'est mon corps, il réclame des légumes. Euh, et quand j'en mange trop, je vais le sentir aussi. Ouais. Euh, Là où c'est compliqué, tu vois, là, ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Ton corps réclame. Moi, je me rends Ouais, compte que beaucoup de femmes, leur corps leur réclame de manger beaucoup de salades, de crudités, etc., mais elles en payent les conséquences après. Ça fait trop de fibres et elles n'arrivent pas à les digérer. ouais, Mais ça, c'est vraiment typique féminin, j'ai l'impression, parce que souvent, quand tu parles avec les hommes, ils aiment pas trop manger des légumes. Tu vois, tu leur mets des légumes dans l'assiette, ils les poussent, ils les enlèvent. Nous, ouais. tu vas au restaurant, c'est toujours une grosse salade, on a envie de manger des crudités, etc. Donc, je me demandais déjà, est-ce que c'est
euh, on est conditionné et on se dit je vais manger ça donc ça va me faire du bien donc nanana, parce que je suis une femme, ou est-ce que réellement il y a un réel besoin? Parce que moi je t'avoue que je j'aime les légumes mais comme un truc de enfin je mangerais que ça. Si tu pouvais me mettre dans mon assiette que des légumes et de la viande, je serais super contente. Mais par contre, je Hmm. sais que mon système digestif au bout d'un moment, bah, j'ai besoin de féculents parce que je me sens fatiguée. Et tu bouges beaucoup, ouais. Et je bouge beaucoup et je peux pas manger autant de légumes parce qu'au bout d'un moment, mon ventre, Oui, la capacité digestive, elle est oui, limitée, tu vois. oui. Donc je pense que c'est une super, c'est une super question. Je pense qu'il y a une partie de conditionnement. Je pense, mais c'est pas la seule explication. Une des raisons pour lesquelles le corps peut réclamer des légumes, c'est quand on a le foie vraiment engorgé ou le côlon engorgé et que le corps il dit j'ai besoin de ça pour évacuer un petit peu. Moi je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai peut-être eu une journée de repas un peu festif où j'ai mangé plus lourd et c'était plus, il n'y avait pas beaucoup de légumes quoi. C'est de la patate et puis beaucoup de laitage, etc. Et le lendemain, j'avais juste envie de carottes râpées crues, de roquettes, beaucoup de roquettes, des choses comme ça. Mais je vais pas manger ça de manière excessive. Voilà. Moi, je vais me réguler. Et là, je sais qu'il y a une certaine intelligence là-dedans. Je sais que c'est mon corps vraiment qui le réclame. Souvent, il réclame aussi certaines infusions. J'ai certaines plantes en infusion qui me réclament. Mais en fait, c'est parce que c'est mon foie qui dit, voilà, là, j'ai besoin de trucs plus légers. Et là, il y a une certaine intelligence. Par contre, je vais pas au point d'excéder ma capacité à métaboliser ces choses-là. Donc c'est là qu'il faut parvenir à discerner, et enfin, c'est un monde, hein, c'est toute une pratique, mais quelle est l'influence qui vient de mon conditionnement, de mon formatage, et quelle est l'influence qui vient de la sagesse de mon corps. Et ça, la seule façon de faire, c'est ultra cliché, je suis navré, mais ça s'apprend, c'est l'écoute. Alors on dit toujours il faut écouter son corps, il faut écouter son corps, mais il y a des façons de faire, et c'est pour ça aussi que je parle à nouveau beaucoup des émotions, mais alors moi je me pose, qu'est-ce qui me pousse à prendre cette décision? Ouais. Est-ce que je suis vraiment à l'écoute de mon corps ou est-ce que je suis à l'écoute de ma tête? C'est très différent. Mais du coup, effectivement, c'est là il faut se méfier, sachant que les légumes cuits sont beaucoup plus digestes en général que les légumes crus. Du moins en quantité, c'est beaucoup plus simple. Euh, mais moi aussi, j'ai des moments où j'ai envie de beaucoup plus de légumes, et un peu moins de protéines. Mais ensuite, le repas d'après, en général, je vais m'équilibrer. Et surtout pendant le repas, même si je mange beaucoup de légumes, je vais me surveiller et je vais surveiller ma satiété. C'est au bout d'un moment, mon corps il va me dire stop. Et ça, à nouveau, ça nécessite de ralentir et de pas être trop dans sa tête en permanence. Parce que si je suis dans ma tête, je ne fais pas attention aux signaux du corps et je peux excéder ma capacité digestive et donc en payer les conséquences avec un gros plat de légumes. Ouais, les légumes, ça peut aussi fausser parce que moi, à l'époque, ou quand j'étais crudivore dans mon délire, je mangeais beaucoup, beaucoup de légumes et j'avais le côté satiété qui arrivait, si tu veux. Donc, dans ma Oui, tête, tu te dis, ah bah c'est bon, j'ai mangé la quantité qu'il me fallait, etc. Sauf que mon corps, il n'était pas nourri parce que j'apportais pas de protéines animales, parce que j'apportais pas. Donc, il faut aussi arriver à distinguer le fait que mon oui, estomac est plein et j'ai mangé suffisamment pour nourrir mon corps. absolument. Et ça, on va le savoir sur la journée, pas forcément Ouais. sur le repas. C'est-à-dire que tu vas peut-être te remplir avec des crudités pendant un repas, mais t'as faim une heure après. Oui. Et là, tu sais que il y a quelque chose à changer. Et c'est là qu'à nouveau, euh, il faut faire attention à toutes les croyances qu'on peut nous inculquer et écouter du moins un minimum les signaux du corps. Ouais, Ce non, qui ça, s'apprend à nouveau. Je à sais que c'est force, ultra cliché, mais non, mais à force, ça s'apprend, tu sais, quand tu fais un repas, bon, que t'es rassasié et qu'une heure après, tu te dis, non, mais ça va pas. En fait, tu te rends compte que bah, t'avais pas mis assez de féculents ou t'avais pas mis assez de protéines. Ton corps, ouais, il te le rappelle assez vite à oui, l'ordre que t'as pas assez mangé, tu vois. Donc, si t'as oui, faim 2 heures après, c'est que ton repas a été mal structuré, qu'il manque quelque chose dedans. absolument. Et j'aimerais rappeler aux gens, parce que j'ai tout à fait conscience qu'écouter son corps, c'est ultra cliché et qu'on l'entend à tort et à travers, et surtout qu'on nous dit pas vraiment comment faire. Euh, Ça s'apprend, ça nécessite de ralentir. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est un peu avec ça que j'ai commencé notre discussion aujourd'hui, mais c'est votre corps est votre allié. Il a aucune envie de souffrir, pas plus que vous. Il fait de son mieux en permanence et il vous donne des signaux sous la forme d'émotions, sous la forme de symptômes, sous la forme de sensations qu'il vous suffit juste d'apprendre à décrypter, Ouais. à déchiffrer. Mais
c'est pas en luttant contre le corps qu'on va arriver, en tout cas selon moi, à un bien-être durable. Et là, je parle vraiment de bien-être, même si c'est à nouveau un terme qui est un petit peu perdu de sa puissance, mais être bien, bien-être, être bien dans son corps. Et ça nécessite de pas lutter, mais de savoir l'écouter et le déchiffrer. Ouais. Et honnêtement, être à l'écoute de son corps dans cette époque actuelle, c'est très compliqué parce qu'il y a Oui, quand même beaucoup de choses qui sont plus du tout naturelles. Il y a beaucoup de choses industrielles qu'on aurait envie de manger. oui, Alors que, en fin de compte, parce que moi, si tu me dis, bah écoute-toi vraiment, etc., mais moi, il y a des trucs que je mange qui sont pas du tout bons pour moi, mm, tu vois. Et c'est plus que ouais, j'en ai conscience et je vais pas le manger parce que je sais que c'est pas bon. ouais, Mais t'as beaucoup de gens qui vont être attirés par du Nutella, par exemple, ou des barres de Mars, ou des Twix, ou des trucs comme ça. Donc, mm, l'intuition, aujourd'hui, elle est vachement faussée par mm. l'industriel, en fait. Ouais, là, parce que ça va venir hyper stimuler nos sens, en particulier le sens du goût, ce qui vient tromper euh, bah, notre jugement, ce qui vient Les effectivement, récepteurs. ouais, et ça vient donc affecter notre intuition, et c'est pour ça que de manière générale, moi ça m'arrive hein, de manger, pas plus tard qu'hier, j'ai mangé des pains au chocolat. Mais je sais très bien que mon corps, il n'y a pas envie de pain au chocolat. Par contre, il y a une partie de moi qui apprécie le fait de lâcher un petit peu et de prendre un pain au chocolat. Mais c'est différent. Mais je la vois cette partie. Et je sais que c'est pas mon corps qui le réclame, c'est juste une partie de moi qui a envie d'aller, allez, on lâche un peu, on se fait plaisir. Mais je sais bien que mon corps n'a pas besoin de pain au chocolat. Voilà. Et donc là, c'est vraiment avec le temps, avec un petit peu la connaissance qu'on commence à comprendre. Mais il faut effectivement équilibrer la notion de, bah, il y a des choses qui sont objectivement addictives, hein, et des fois, c'est juste mon corps qui a vraiment envie de certaines choses, notamment à nouveau en phase lutéale chez les femmes. Euh, il faut pas faire juste tout dans la tête ou tout dans le corps. Faut finir par marier les deux en fait. Oui, parce que cette phase, elle est compliquée. Et moi, si je m'écoute, je mange de la tablette de chocolat, tu vois. Ouais, Ça m'arrive assez régulièrement, tu vois. ouais, ouais, Donc, heureusement, c'est du chocolat à 85%, tu vois, le truc. ouais, ouais, ouais. Mais si c'était du chocolat au lait, je te dis pas, hein, parce qu'avec le sucre, c'est compliqué de s'arrêter. Et là, le chocolat qui est vachement fort, faut y aller, tu vois, pour manger la tablette, hein. Mais Mhm. des fois, Abs- ça peut y passer, hein, pour certaines femmes, hein. ouais, 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 absolument. Non, je sais bien. Et à nouveau, c'est vrai que ça peut être subtil, mais il faut observer que il y a une partie de nous qui a envie de ça. Alors peut-être que c'est l'intelligence du corps, peut-être que c'est juste un enfant qui a envie d'être réconforté avec du chocolat, parce que c'est comme ça que ma grand-mère me réconfortait quand j'étais pas content, contrarié. Euh, mais c'est là qu'à nouveau, c'est vraiment dans la prise de conscience et observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, que on va pouvoir comprendre nos comportements, notamment les comportements qui sont un petit peu compulsifs, automatiques, sur lesquels on n'a quasiment pas d'emprise en fait. Hmm, ok. Donc là, moi, j'ai vu toutes les questions, parce que même au travers de tout ce que je t'ai posé comme question, il y avait aussi des questions des personnes, même si Mhm. j'ai pas fait toutes les questions à la fin, mais il y en avait plein qui étaient un peu au milieu. Donc là, Ouais. j'ai traité toutes les questions. Est-ce que toi, il y a des choses éventuellement qu'on n'aurait pas abordées et que tu voudrais rajouter? Ou des cas que tu as rencontrés, ou Mhm. peut-être nous parler d'un cas particulier, parce que ça parle beaucoup aux gens, tu vois, aussi. Ouais. De ce que tu as fait avec quelqu'un qui était vraiment en grosse difficulté, parce que souvent, ils sont renvoyés à droite, à gauche, vers des thérapeutes, et d'ailleurs, on sait même pas vers qui se tourner hein, quand on a des Ouais. problèmes digestifs. Bah, surtout que maintenant, enfin, je dis maintenant, mais c'était peut-être toujours le cas, mais on peut inventer n'importe quel intitulé. On peut dire spécialiste ou j'ai tel titre ou tel titre. Et c'est que des mots au final. C'est que des mots. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le format de ces interviews que tu fais, Céline, parce que là, tu as un peu plus de profondeur et tu peux vraiment sentir si bah, cette personne peut potentiellement m'aider. Pour répondre à ta question, des choses que j'aimerais rajouter ou potentiellement un cas que j'aimerais partager. Non, un cas qui me vient à l'esprit, mais moi, c'est une personne qui avait des ballonnements depuis des années, 56 ans, pour donner un peu la tranche d'âge. C'est une femme, ménopausée, et très très avancée dans le monde du bien-être. Elle a testé tout un tas de thérapies, etc. Et avec le bon assortiment de compléments alimentaires, premier jour, plus de ballonnements. Et ça faisait des années qu'elle les avait. Mais c'est parce que j'ai pu identifier à la cause de bah, qu'est-ce qui va pas et soutenir
à la fois, enfin, soulager les symptômes à court terme tout en travaillant sur les choses à long terme. Donc là, elle a fini ses compléments alimentaires et les balisements sont quasiment à 100% partis. Peut-être, voilà, des fois il y a 10%, 10-20% qui reviennent, mais voilà. Et, euh, et là, c'est là que les compléments alimentaires peuvent être utilisés de manière stratégique tout en faisant le travail de fond. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, c'est en lien avec la chose un petit peu que j'aimerais mentionner brièvement pour conclure aujourd'hui, c'est qu'il y a toute la dimension psycho-émotionnelle qui joue énormément sur la digestion potentiellement. La médecine chinoise nous l'apprend très bien. Notamment le fait de ruminer, d'être anxieux, ça affecte la rate en médecine chinoise. Et la rate, c'est ce qui est responsable de l'assimilation et du transport des nutriments. Donc en gros, de l'appareil digestif d'un point de vue énergétique. Et combien de personnes sont trop dans leur tête à ruminer en permanence? Énormément. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les émotions et comprendre que la raison pour laquelle on rumine, c'est parce qu'on se dit que ruminer, ça va m'apporter une certaine sécurité parce que je vais pouvoir contrôler ce qui va se passer ou planifier ou anticiper. Et du coup, je vais avoir moins peur du futur. Mais du coup, en fait, je rumine parce que j'ai peur de quelque chose. Et quand j'apprends à voir cette peur telle qu'elle est, j'ai plus besoin de ruminer. Donc en fait, il y a toute une gymnastique émotionnelle qu'on peut faire pour se libérer de ces choses-là. Le modèle des 7 chakras, pour ceux qui connaissent, ça peut aussi aider. Euh, et en fait, le chakra qui correspond à l'appareil digestif principalement, c'est le troisième, le chakra du plexus solaire. Et c'est complètement lié avec l'estime de soi. Ok. Et la cliente à qui j'ai fait référence, euh, ça faisait partie du travail de fond. C'est que depuis toute sa vie, en fait, il y a une très mauvaise estime de soi, notamment son image vis-à-vis des hommes. Et elle avait tendance à se plier en quatre pour les autres. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Ou à dire oui quand elles veulent dire non. Donc, c'est un petit peu l'exemple qu'on a pris plus tôt, mais c'est je m'abandonne, j'abandonne mes préférences, j'abandonne mes besoins pour tenter de recevoir l'acceptation ou l'affection d'autrui. Mais du coup, ça va pas aider l'estime de soi. Parce que si je m'abandonne moi-même, qu'est-ce que ça dit de mon estime en fait? Si j'abandonne mes propres besoins. Et en fait, ces grilles de lecture, je les vois comme ça, hein, la médecine traditionnelle chinoise, les 7 chakras, etc. Ces grilles de lecture me permettent d'identifier potentiellement les racines un peu plus profondes des déséquilibres digestifs. Ou si par exemple j'ai une personne qui a une hypothyroïdie qui semble affecter l'appareil digestif, bah, je vais avoir la notion de est-ce que tu as le droit d'exister? Est-ce que tu t'affirmes dans la vie? Ou est-ce que tu as toujours tendance à te taire? Ou à faire oui, oui, oui et à suivre? Et à jamais dire ce que tu penses. Hein. Quand on est énervé, visuellement, des fois on fait ça. Hmm. Hein. C'est quoi ça? C'est que j'ai envie de sortir, mais je me retiens. Je le retiens. Je retiens le dragon pour pas qu'il sorte. Et, euh, et très souvent, il peut y avoir des symptômes dans cette région-là, qui est la région du cinquième chakra, mais c'est là qu'il y a la thyroïde aussi. Donc voilà, ça c'est une dimension dont on n'a pas trop parlé, c'est plus la partie émotionnelle, psychologique, énergétique, qui joue énormément sur la digestion. Mais donc voilà, il y a les thèmes de l'estime de soi, le thème de l'anxiété et la rumination, potentiellement le thème, si c'est lié à la thyroïde, du droit d'exister, de communiquer, de s'affirmer. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à explorer, en particulier quand on a des problèmes digestifs chroniques et qu'on est plutôt bien avec les bases. Qu'on est plutôt bien avec les bases. Euh, et puis il y a vraiment la notion on a parlé du fait d'être speed tout à l'heure, sachant que le fait d'être speed, symboliquement, bah, ça veut dire qu'on fuit quelque chose ou qu'on court vers quelque chose. Et du coup, le système nerveux se dit, bah, c'est pas le moment de digérer. Et, euh, et si on se pose la question, bah, pourquoi je suis autant speed? Bah, à nouveau, c'est de l'émotionnel. Parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de pas avoir ci, j'ai peur de perdre ça, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être vraiment essentielles parce que j'ai des clientes, des fois, qui viennent à moi qui disent, je fais tout bien, mais je suis épuisé. C'est parce qu'en fait, tu fais tout trop bien. Il y a trop d'intensité dans ce que tu fais. Et donc là, il faut comprendre bah, pourquoi, d'où ça vient, etc. Et tout ça, voilà, ça peut aider à vraiment avancer quand on a des problèmes digestifs. Ouais, on n'a pas parlé de Crohn non plus dans tout ça. Ouais, alors, Tu le mets dans une case à part ou non, non. Euh, alors, ce qu'on appelle la pathologie, c'est-à-dire le fait de donner un nom aux symptômes, euh, je... Parce que c'est souvent, c'est ce que, même pour toi, je pense, Céline, hein, c'est les gens, ils disent, bah, j'ai tel diagnostic, j'ai tel problème, ta, 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 ta. Et en fait, on a une liste de pathologies. Alors, ça donne des informations, mais ça va jamais nous dire pourquoi c'est là. Jamais. Et donc, moi, en fait, je le lis quand on me le dit, quand on me l'écrit ou je l'écoute,
mais je vais pas me baser là-dessus pour savoir quoi faire derrière. Et en fait, dans tous les cas, l'approche est quasiment la même. Voilà, tu Ensuite, c'est traiterais de la peut-être, même manière. voilà. Et en fait, d'un point de vue psychologique, avoir un diagnostic d'une certaine pathologie, ça peut rassurer. C'est genre, ah, c'est pas que dans ma tête. Hein, je pense à beaucoup de femmes que j'ai pu accompagner euh, avec l'endométriose. C'est enfin, j'ai un diagnostic, c'est pas dans ma tête, c'est pas juste je tolère pas la douleur pendant les règles. C'est enfin, j'ai quelque chose. Donc ça peut aider, mais dire que j'ai une endométriose, ça me dit pas comment la traiter. Enfin, je vais pas utiliser ce terme-là. Comment la traiter, les médecins, ils savent. Ils ont des façons. Mais comment l'accompagner à ma façon, euh, si je veux accompagner quelqu'un et qu'on me dit j'ai une endométriose, ça va pas me dire comment faire. L'intitulé. Et donc, en ce sens, les différents diagnostics, je me base pas forcément là-dessus. Ça me donne une idée de ce qui se passe dans le corps, mais ça va pas me dire voilà, comment j'accompagne concrètement un cas comme ça. Ouais, c'est juste comme d'habitude le corps qui a créé des compensations et qui Hmm. ça se développe avec telle maladie pour cette personne-là, mais ça aurait pu être autre chose en fait. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Ok. Bon, je pense que là, ça fait plus d'une heure et demie, on est pas mal. Hmm. Je sais pas combien ça fait de temps, non, j'ai pas. Ouais, ça fait ouais, plus d'une heure et demie, donc je pense qu'il y a de la matière à digérer sans mauvais jeu de Ouais, mots. voilà, voilà. Et vous allez avoir de la matière à digérer dans tout ça. Donc, bon, comme d'habitude, vous pouvez nous poser les questions sous la vidéo. On Hmm. viendra bah, répondre. N'hésitez pas, ouais. Ouais, je remets sous cette vidéo aussi le lien de ta chaîne YouTube, le lien de ton Hmm. Instagram et le lien de ton site internet également, Merci. que les personnes puissent te contacter, voilà, en fonction de leurs problématiques. Et bah, je rappelle aussi que tu es sur la région de la Côte d'Azur, Saint-Laurent-du-Var, et que tu consultes également En ligne. en distanciel. Ouais. C'est ça. Et là, je viens de sortir une petite formation qui sera en groupe, mais du coup, c'est beaucoup plus abordable d'un point de vue financier sur tout ce qui est le système nerveux et la régulation des émotions. Et ça sera sur 2 jours, mais espacé d'une semaine. Et pour ceux qui peuvent pas venir ou ceux qui ratent le coche, il y aura la version où on pourra juste regarder les enregistrements aussi. Mais c'est un nouveau format qui vient de sortir aussi. D'accord. Donc du coup, c'est en présentiel ou c'est... Non, ça sera en ligne. Ah, c'est en ligne, tu le suis en ligne en direct, et si t'es pas Mm. là en direct, tu pourras le C'est prendre. ça, D'accord. c'est ça. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Céline, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, Ouais, c'est vrai que j'avais vu que ton audience avait bien reçu notre premier épisode. Donc, ouais. j'espère que voilà, celui-ci ne fera pas exception. Et voilà, vraiment. Donc là, je m'adresse à l'audience, mais n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est un sujet qui est très, très vaste et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent. Alors, Céline l'a vu, je l'ai vu. Il y a beaucoup de personnes qui sont confuses. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Allez, je te dis à bientôt. À Ciao. bientôt, Céline. Ciao. Ciao, ciao.